pour, pour des femmes, pour des civils. Nous espérons réellement que cette guerre se terminera au plus vite et que, en ayant atteint ces objectifs tels qu'ils ont été définis par le gouvernement et l'armée israélienne. Merci à vous et à plus tard. Merci beaucoup, Jean-Charles. On va laisser la parole maintenant à Nathalie Riuguez, présidente de la Viso. Bonjour, bonsoir à tous. Donc, je suis la présidente de Viso France et vous connaissez tous, j'espère, la Viso, qui est le premier partenaire social privé de l'État d'Israël. Pour vous donner une idée, à ceux qui ne la connaissent pas, nous existons depuis 1920. Nous avons 137 crèches, des lycées, des refuges pour femmes en difficulté. Et nous avons là ouvert 11 crèches près des hôpitaux de façon à permettre au personnel soignant de faire garder leurs enfants et de pouvoir travailler tranquillement. À côté de cela, nous avons un grand nombre de viséennes, c'est comme ça qu'on appelle toutes les femmes qui font partie de la viso, et très vite, elles m'ont fait part de leurs soucis, euh, plutôt avec leurs adolescents, des lycéens, des jeunes adultes, des jeunes étudiants, de difficultés qu'ils rencontrent donc à répondre aux agressions ou aux interrogations parfois qui leur sont adressées. Donc, j'ai naturellement appelé notre partenaire, l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, est un partenaire de très longue date de l'État, de la Viso. Et avec Jean-Charles, nous avons monté ce programme et nous remercions vraiment tous les intervenants d'aujourd'hui qui vont nous éclairer et tous les participants, même si on s'est rendu compte que nous n'avons pas que des 15-25 ans, mais nous espérons que ce sera relayé vers les 15-25 ans. Et a priori, ça va être enregistré, donc il y aura un replay que vous pourrez passer à vos enfants et à vos petits-enfants. Voilà, donc je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Je vais donc maintenant laisser la parole aux intervenants. Merci Simon. Merci, Nathalie. Merci Nathan, pardon. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous présenter la soirée et le déroulé. Donc, la première intervention sera faite par Simon Mousse, donc, il va nous apporter une explication argumentative de la grande histoire du sionisme et des épisodes géopolitiques qui sont relatifs à Gaza, à l'aide de textes, d'images et de cartes. Pour la deuxième partie, ce sera avec David Benaïm, journaliste. Donc, il va nous expliquer comment filtrer les fake news, ne pas devenir un relais de la propagande et des fausses informations, les réflexes à intégrer, les personnes à protéger et les réseaux à utiliser avec précaution. Et en dernière partie, ce sera avec Malachi Tebol, chalière de l'agent juive, notamment à Lyon, qui nous parlera de l'argumentaire courant des anti-Israël sur les réseaux sociaux et il nous donnera des outils précis ainsi que des faits et des chiffres pour se défendre. Voilà, donc bonne soirée à tous et je laisse la parole à Simon. Bonsoir à tous. Du coup, je vais commencer par un partage d'écran. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, oui. C'est bon? Bon, alors bonsoir à tous. Déjà, je suis très content d'être là. Je pense que cette mini-conférence Zoom qui sera accompagnée de questions-réponses est hyper importante en ce moment. On a vu la puissance des narratifs anti-israéliens, anti-sionistes et antisémites qui circulent partout sur les réseaux sociaux et même dans les médias. Et je pense que de manière générale, on apprend aux gens, aux juifs en France à aimer Israël, mais on apprend peu les juifs de France à comprendre et à connaître Israël. Et il est toujours plus intéressant et plus utile de défendre Israël avec la tête qu'avec le cœur. Donc, j'ai préparé une petite présentation pour essayer de réexpliquer ce que c'est Israël, réexpliquer le sionisme et aussi comprendre un peu plus la situation à Gaza et comment on en est arrivé là. Et alors,
pour présenter quelque chose d'aussi complexe et long que Israël, la première question que je me suis posée et qu'on peut se poser de manière générale, c'est par où commencer. Donc, j'ai décidé de commencer par une date assez basique, assez simple, c'est le 14 mai 1948, savoir la création de l'État d'Israël. Mais alors, vous allez me dire, oui, c'est évident, c'est la création de l'État d'Israël. Mais pourquoi commencer par cette date du 14 mai 1948? Quelle est la signification de cette date? Alors, la signification de cette date, c'est déjà que c'est la création d'une souveraineté juive. Qu'est-ce que ça veut dire une souveraineté juive? Ça veut dire que pour la première fois en 2000 ans, on a un pays où les juifs s'organisent en tant que peuple et décident de leur sort, décident des affaires politiques, des affaires collectives pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Donc c'est ça la souveraineté juive et c'est important de bien comprendre à quel point cette souveraineté-là, elle change toute la donne pour l'avenir des Juifs. Mais alors, c'est pas seulement le 14 mai 1948 ne marque pas seulement la souveraineté juive, mais ça marque aussi la sécurité. Donc, pour la première fois aussi, depuis des millénaires, les Juifs peuvent assurer leur propre défense. Euh, j'ai un problème de. Voilà. Mais alors, et ça, je veux inciter là-dessus, le 14 mai 1948, c'est aussi et surtout la renaissance d'une nation, la renaissance du peuple juif. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on pense, le 14 mai 1948, quand on regarde les médias, quand on entend le récit classique de l'histoire d'Israël, on dit 1948, création de l'État d'Israël. Oui, de l'État d'Israël, mais ça n'est pas la création d'une souveraineté juive, ce n'est pas la première fois qu'il y a une souveraineté juive en terre d'Israël. Et c'est pour ça que je parle de renaissance, parce que c'est véritablement une renaissance et c'est l'aboutissement du sionisme. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est quoi le sionisme? Eh bien, alors j'ai un problème encore de truc. Alors, le mot sionisme, c'est un mot qui vient du mot hébreu de Sion et qui veut dire Sion. Et Sion, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un nom hébreu qui désigne à la fois une colline de Jérusalem et symboliquement la terre d'Israël. Et donc, le sionisme, c'est tout simplement le nom donné au mouvement d'autodétermination du peuple juif en terre d'Israël. Et alors, et j'ai surligné, j'ai coloré en jaune le terme peuple juif parce que c'est là que les choses deviennent compliquées. Parce qu'on est dans un pays, en France notamment, où on parle de Français de confession juive, contrairement aux anglo-saxons qui parlent de Jewish people. Euh, cette terminaison est bien plus correcte dans le sens où les juifs ne sont pas seulement un groupe religieux, contrairement au christianisme ou à l'islam, où il suffit d'adhérer à une foi, à une idée, à une philosophie pour faire partie de cette communauté de croyants. Les juifs ne sont pas seulement un groupe religieux, mais ce sont aussi et surtout un peuple. Et comme je dis souvent, le judaïsme, en fait, c'est le isme du peuple de Juda. Euh, Par exemple, si vous voulez une équivalence, ça prend en général 2 minutes de se convertir au christianisme et encore moins pour se convertir à l'islam. Par contre, eh ben, c'est la naturalisation française, américaine, anglaise. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on se naturalise au sein d'un pays, on intègre un peuple. Et c'est aussi pour ça que la conversion au judaïsme, ce n'est pas seulement l'adhésion à une foi, à un récit, c'est aussi l'adhésion et l'intégration à un peuple. Et alors, ce peuple, il a une histoire. Et donc, pour comprendre Israël, pour comprendre le sionisme, il faut comprendre le peuple juif et son histoire. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir aux origines d'Israël. Le peuple juif, ou le peuple d'Israël,
C'est un peuple qui, selon les études archéologiques, a un peu plus de 3200 ans. La première preuve de l'existence du peuple juif en terre d'Israël, on la retrouve sur une stèle qui s'appelle la stèle de Meremta et qui, pour la première fois, je présume que personne ne lit le hiéroglyphe ici, mais qui dit en hiéroglyphe Israël est dévasté. C'est la première mention du nom Israël dans les découvertes archéologiques qu'on a aujourd'hui. C'est la plus ancienne et elle remonte au XIIe siècle avant notre ère et elle démontre une chose, c'est que le peuple juif, le peuple d'Israël existe depuis le XIIe siècle avant notre ère, mais aussi qu'il existe dans la région du Levant, donc cette région-là, puisque ce moment de la stèle de Meremta, en fait, fait les louanges, fait l'éloge des campagnes d'Égypte et du pharaon Meremta dans cette région-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs, j'ai mis cette photo-là parce que quand on regarde en fait cette frise chronologique, on a l'impression, en regardant les tirés bleus qui représentent les différentes périodes de souveraineté et d'indépendance juive en terre d'Israël, que les périodes juives en terre d'Israël en fait ne constituent que des petits morceaux de la chronologie politique en Israël, en terre d'Israël. Et alors, quand on regarde cette frise chronologique, bah, après tout, on pourrait se dire, oui, mais en fait, les Juifs ne sont qu'un peuple parmi tant de peuples qui ont occupé cette terre, et de la sorte, il n'y a pas de quoi tergiverser. Et les Juifs n'ont pas plus de droits sur la terre d'Israël que les Romains, les Byzantins, les Babyloniens. Alors, c'est pour ça que j'ai préféré une autre image, et c'est celle-là. Celle-là, alors là, vous ne voyez pas, mais il y a il y a le sommet d'une Magen David. C'est parce que, en fait, la terre, elle est juive. Et l'Égypte, l'Assyrie, Babylone, Perse, Grèce, Rome, en tout cas, dans toute la période antique, avant JC, eh bien, n'occupent la terre des Juifs, la terre d'Israël, que comme des empires, que comme des conquérants étrangers. Et c'est important de le comprendre parce que sous les périodes de domination étrangère, les Juifs, eux, ne représentent, et la terre d'Israël ne représente qu'une province de leurs empires respectifs. Et alors, on entend souvent dans le récit classique du sionisme que le sionisme commence avec Théodore Herzl au XIXe siècle. Non, le sionisme politique, le mouvement, l'organisation du sionisme et du retour des Juifs en terre d'Israël commence en effet avec Herzl et même un peu avant avec les Rovavé de Sion, et on aura l'occasion d'en parler. Mais le sionisme, si on le définit comme l'aspiration du peuple juif à retourner sur sa terre pour y vivre de manière souveraine, il est aussi vieux que le peuple juif. Là, je vous ai mis une image, c'est celle du prophète Jérémie, qui, lorsqu'il est déporté par les Babyloniens et qu'il est captif à Babylone, il dit Imesh karer Yerushalayim tishkar kemini. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite se dessèche. Et ça, c'était bien avant le christianisme, c'était bien avant que la Grande-Bretagne soit un pays. Ça, c'était au VIe siècle avant notre ère. Et c'est déjà la marque d'une affinité nationale d'un peuple pour sa terre. Alors, euh, il s'est passé quand même quelque chose. Pourquoi je sépare en deux l'Antiquité et après l'ère, la post-Antiquité? Parce que pendant toute cette période-là, à part pendant la période babylonienne, euh, les Juifs restent une entité autochtone, indigène en terre d'Israël. Mais ça commence à changer évidemment, avec les Romains. Avec les Romains. Donc, pourquoi ça change avec les Romains? Parce que les Romains occupent Israël à partir du 1er siècle avant notre ère. Les choses se corsent entre les Juifs et l'occupant romain au 1er siècle après JC. S'ensuit une guerre des Juifs contre les Romains, une grande révolte. Et cette révolte, elle est catastrophique pour nous parce que si on arrive à vaincre l'empereur, à dominer
une partie de la guerre. Rome, on est très vite rattrapé par la puissance romaine qui va détruire notre temple, qui va massacrer des milliers et des milliers de juifs et qui va déporter le gros, la grande majorité des juifs à l'extérieur d'Israël. Et pour enfoncer le coup, en 135, il y a cet empereur Adrien qui décide, de manière à bien enfoncer le couteau dans la plaie, de rebaptiser le nom de notre terre qui est la Judée. C'est de ce nom-là dont on tient le nom, le marqueur ethno-national juif, parce que juif, ça vient du jeu français juiu, qui lui-même vient du latin judaeos, qui veut dire judéen. Donc quand on dit un juif, on parle d'un judéen. Eh bien, l'empereur Adrien décide quoi? De rebaptiser la Judée par Syrie-Palestine. Pourquoi Palestine? Parce que Palestine, ça vient de la racine hébraïque pléchet, qui fait référence aux Philistins, qui sont nos pires ennemis. Donc, quoi de plus cynique pour les Romains que de rebaptiser notre terre selon le nom de nos pires ennemis bibliques, hein, David et Goliath, Goliath est philistin, David est juif, pour justement effacer non seulement notre temple, non seulement notre présence, mais aussi notre mémoire et notre histoire. Et donc, à partir de ce moment-là, se succèdent pendant près de 2000 ans toute une série d'empires qui vont occuper chacun à leur tour la terre d'Israël. Alors, quand je dis occuper à leur tour la terre d'Israël, ça n'est jamais, jamais en tant que peuple souverain. La terre d'Israël, la Palestine, ne constitue entre la destruction du temple de Jérusalem, entre la fin de l'ère juive en terre d'Israël et la création de l'État d'Israël en 1948, la Palestine ne constitue qu'une province de ces empires qui ont tous un noyau principal. L'Empire romain, c'est Rome, l'Empire byzantin, c'est Byzance, le califat arabe, c'est comment on appelle ça? C'est Damas, croisade européenne, bah, c'est l'Europe, sultanat mamelouk, empire ottoman, empire britannique, c'est Londres. Donc, il faut bien comprendre que pendant 2000 ans, il n'y a pas eu de Palestine en tant que quantité politique ni en tant que quantité démographique. La Palestine n'a toujours été confondue que comme une province d'empires beaucoup plus grands et d'empires étrangers. Et alors, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, c'est qu'en 638, il y a eu le califat arabe qui, dans l'élan de la conquête djihadiste du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, en fait, va coloniser durablement toute cette région-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle arabe en Algérie. C'est pour ça on a, comment dire, c'est pour ça que dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, même si on prend ça pour un acquis, on parle du monde arabe, alors qu'à la base, le monde arabe, c'est l'arabe. Et évidemment, le monde arabe a colonisé la Palestine, d'ailleurs qu'il ne connaissait pas comme la Palestine, mais simplement par le nom Cham, qui veut dire de la même racine que Shem, Sémite, les Sémites, les enfants de Noé. Et donc, euh, ensuite, après 2000 ans, donc, il y a le sionisme, il y a à la fin du 19e siècle l'antisémitisme européen qui pousse des juifs, notamment Théodore Herzl, à réfléchir à une solution pour les juifs. Et la solution, eh bien, c'est quoi? C'est de refonder la souveraineté juive en terre d'Israël. Et à l'époque, il faut bien comprendre que le mot Palestine n'est pour les juifs pas un gros mot. D'ailleurs, le mot Palestine est souvent utilisé pour désigner les juifs. D'ailleurs, c'est pour ça que cette affiche très connue, Visite Palestine, qui est souvent utilisée pour invoquer l'historicité d'une Palestine arabe, c'est en fait une affiche sioniste. Ou encore cette équipe palestinienne de 1939 qui, quand on regarde bien de près, eh bien, on se rend compte qu'ils ont des étoiles de David en guise de blason. Pourquoi? Parce que les Palestiniens, c'était les Juifs, c'était les habitants qui habitaient en Palestine. Et donc, maintenant, j'ai vraiment eu à cœur de parler de la grande histoire. J'ai essayé de parler de 3000 ans en moins de 20 minutes. Et maintenant, je veux juste passer un petit moment
sur 3-4 minutes sur l'histoire plus récente et comment on est arrivé à cette situation à Gaza. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 1947, l'ONU se saisit de la question de la Palestine et souhaite diviser la Palestine entre juifs et arabes et créer deux États, le fameux plan de partition, une partie de la terre de Palestine pour les juifs et une partie de la terre de Palestine pour les arabes. Eh bien, les juifs disent oui, acceptent, ils sont très contents, et les arabes, évidemment, refusent car les arabes souhaitent créer un gigantesque État arabe, c'est le mouvement panarabiste, et que ça fait un gros trou dans la raquette. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque nous déclarons notre indépendance, les Juifs en terre d'Israël, eh bien, tous les pays arabes alentours nous attaquent et ils perdent. Donc, en 1948, en 1948, on a cette partie de terre-là que vous voyez ici, qui ne comprend pas la Judée-Samarie, la Cisjordanie, et qui ne comprend pas Gaza. Et puis en 1967, les pays arabes cherchent une bonne fois pour toutes, après avoir raté une première fois en 1948, à effacer une bonne fois pour toutes Israël, à rayer Israël de la carte. Eh bien, manque de peau, ils n'y arrivent toujours pas, et non seulement ils n'y arrivent toujours pas, mais ils perdent des territoires puisqu'Israël triple son territoire en récupérant la Judée-Samarie, qui est quand même le berceau historique du peuple juif, en annexant Gaza et la péninsule du Sinaï, et en annexant les hauteurs du Golan. Alors, en 1967, ça donc ressemble Israël. Mais en 1979, Israël, dans un souci de paix avec l'Égypte, décide de rendre à l'Égypte la péninsule du Sinaï. Et alors vient et se pose la question de Gaza. Et pendant des décennies, dans les années 70, 80, 90, tout le monde explique que la solution au conflit israélo-palestinien, puisqu'il faut bien comprendre que les Arabes qui sont restés dans le territoire de la terre d'Israël réduisent leur aspiration panarabiste à un simple nationalisme arabe de Palestiniens, plus singulier, plus particulier. C'est comme ça que se forme l'identité arabe palestinienne, qui n'existait pas vraiment dans les années 30, 40, 50, et doit se régler dans les années 70, 80, 90, la question du conflit qui passe du conflit israélo-arabe à israélo-palestinien-arabe. Et donc, le monde, la communauté internationale dit à Israël qu'en fait, il faut échanger de la terre pour de la paix. Eh bien, c'est sur cette bonne foi qu'Israël décide en 2005 de se retirer de Gaza. Et c'est le fameux retrait, le plan de désengagement de Gaza en 2005, au cours duquel Israël accepte de se retirer de la bande de Gaza et de laisser les Arabes palestiniens construire leur propre État dans l'espoir de quelque chose qui n'a pas été essayé avant, à savoir la fameuse solution à deux États. Bon, eh bien, les Arabes palestiniens auraient pu s'arrêter là et faire la paix avec Israël et développer Gaza et développer leur tourisme, puisqu'ils profitent d'une des plus belles côtes du Moyen-Orient. Mais la réalité est bien moins réjouissante, puisque dès le retrait d'Israël de la bande de Gaza, eh bien, on a une guerre intestine entre les factions du Fatah, qui à l'époque, et qui l'est encore aujourd'hui, n'est pas étrangère aux opérations terroristes anti-juives, et le Hamas, qui évidemment et dès le retrait d'Israël de la bande de Gaza, eh bien, les Palestiniens, les Arabes palestiniens se mettent non pas à faire la paix avec Israël, mais à envoyer des centaines de roquettes sur Israël. Et donc, il y a une guerre fratricide entre le Fatah et le Hamas, et c'est le Hamas qui finit par gagner cette guerre intestine en 2007 et qui prend le pouvoir absolu. Et depuis 2007, et c'est important de le dire, il y a eu quand même 2 ans entre le retrait de la bande de Gaza et le Hamas au pouvoir en 2007. On parle souvent du blocus israélien, mais il faut bien savoir que le blocus israélien qui a été mis sur la bande de Gaza, eh bien, il est instauré à partir seulement de 2007. Donc,
Donc, ça fait depuis maintenant 16 ans, moi j'appelle ça 16 ans de gâchis, ça fait 16 ans que le Hamas gouverne Gaza d'une main de fer, que le terrorisme djihadiste y prospère et que nous avons, en fait, au nom de la paix, rendu un territoire qui finalement s'est retourné en enclave djihadiste ennemie contre nous-mêmes. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de résumer des 3000 ans et un conflit géopolitique très récent en 25 minutes. Il y a énormément de choses à dire, mais maintenant je dois passer la parole à Monsieur Benaïm et j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Merci beaucoup, Simon. C'est, j'espère, beaucoup plus clair pour tout le monde. Toutes les personnes qui n'ont pas forcément les bases et les dates importantes et le contexte du conflit actuel. Donc, merci beaucoup. Et on te retrouve du coup à la fin des deux prochaines présentations. Bonsoir à tous. Alors, attends, David, je te mets tout de suite en avant. Voilà, la parole est à toi, David. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle David Benaïm. Je suis là en qualité de journaliste, hein. Certains me connaissent pour être membre de certains mouvements de jeunesse, etc. Mais c'est vraiment en tant que journaliste que je suis là ce soir pour essayer d'apporter un éclairage sur la manière dont on doit agir, réagir, interagir par rapport aux informations, par rapport aux fausses informations et également sur les réseaux sociaux. On est dans une bataille militaire, mais on est également dans une bataille du narratif qu'il est quasiment impossible de gagner ou de tenter de convaincre les partisans d'un côté ou de l'autre. Mais il est possible de ne pas l'empirer ou de servir cette guerre et de contribuer à enrichir, à donner des munitions à ceux qui veulent nuire. Et c'est important de savoir que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous est un vecteur, un porteur d'informations. On a pu le voir ces 13 derniers jours. On a le partage, la gâchette extrêmement facile. Or, c'est une guerre psychologique qui a pour but de saper le moral, d'atteindre les esprits, de rendre les images tellement insupportables qu'elles sont impossibles à supporter, à intégrer. Quand les images sont trop horribles, le cerveau fait un travail de tri qu'il ne veut pas, qu'il ne peut pas absorber. Sortez des éléments de cette guerre qu'on est en train de vivre en ce moment et revenez en arrière sur les images du 11 septembre, par exemple, ou même de la guerre en Ukraine. Il y a très peu de corps, il y a très peu de sang, il y a très peu de bouts de chair, il n'y a pas ces images de l'horreur, il y a des images de très loin, de bâtiments détruits, de bombes. Là, on vient de vivre 13 jours avec des images d'une intensité que la plupart d'entre nous n'avaient jamais, jamais vues avant. Et je répète encore une fois, quand les images sont trop horribles, le cerveau fait un travail de tri, il ne veut pas les absorber. Et c'est difficile pour les gens qui sont affectés particulièrement personnellement parce que ça les touche, parce que c'est leur communauté, c'est leur peuple. Mais quand c'est le monde extérieur, ils nient cette réalité, malgré le fait qu'on puisse voir quelque chose qui a l'air réel. Donc comment traiter ces images? En tant que journaliste, il faut les filtrer, les flouter, les vérifier, 2, 3, 10 sources pour que rien ne puisse être mis en doute. Et ensuite, il faut les décrire. Une fois qu'on a passé le cap de la source et qu'on a réussi à recouper les sources, les décrire, avoir les bons mots avec des images floutées, ça peut avoir beaucoup plus d'impact sur les esprits, sur les cerveaux des téléspectateurs, des gens qui vont les voir, que si c'est une image qui est passée entre les mains des personnes qu'on a vu sur un télégramme et qu'on a très vite mis de côté parce que c'est trop dur à digérer, c'est trop dur à intégrer. En plus de ça, on est à l'époque de l'intelligence artificielle qui fait que les images sont d'un réalisme quasiment indétectable et donc tout peut être remis en doute. Seuls les témoins peuvent être un minimum crédibles. Pas tous, mais un minimum. Et donc, c'est pour ça que uniquement envoyer, transférer une image, ça ne suffit pas. Et surtout pas au niveau des personnes quand ça part en dehors des réseaux d'information vérifiés. Il y a les voies, il y a les voies officielles. Et les voies officielles, elles ne peuvent pas toujours être crédibles ou entendues comme crédibles, ni d'un côté ni de l'autre. Il faut être très honnête là-dessus. Quand Tsahal s'exprime, il faut, en tant que journaliste, également prendre du recul et ne pas prendre pour argent comptant. On a l'exemple de la journaliste palestinienne qui a été tuée par Tsahal sur des tirs croisés ou sur des tirs. On n'a pas la réponse particulière, mais pendant 3 à 6 mois,
il y avait un déni total de Tsahal sur la mort de cette journaliste d'Al Jazeera. Et beaucoup de gens ont pris la défense de Tsahal de manière instantanée en disant c'est une armée morale, etc. Ce qui est vrai pour la plupart du temps. Mais sur ce cas particulier, beaucoup de gens ont défendu Tsahal et ont perdu énormément, énormément de crédibilité. C'est pour ça que quand on transmet une information, qu'elle soit de Tsahal et d'un groupe terroriste, et je vais vous parler d'autres organisations surtout, il ne faut pas les prendre comme argent comptant, même si c'est dans le camp qu'on pense être le camp du bien. Il y a des sources d'informations qui sont aujourd'hui reprises par les chaînes Tout Info, les chaînes de télévision dans le monde entier. Hein. Je ne parle pas uniquement de la France, je parle de CNN, MSNBC, des États-Unis, du monde entier. Et ces sources d'informations, ce sont les organisations non gouvernementales, Amnesty International, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, l'ONU, l'UNRWA. Et malheureusement, par manque de formation et d'éducation des journalistes qui rentrent sur un conflit qu'ils ne connaissent pas pour la plupart, qui sont passés de spécialistes du Covid à spécialistes de l'Ukraine, à maintenant spécialistes du Proche-Orient, ils n'ont pas les données, les connaissances exactes de qui sont ces gens-là sur place, des ONG, dans la bande de Gaza en particulier. La bande de Gaza, c'est 2 millions d'habitants, avec 4, 500, peut-être 1000 témoins internationaux, pas plus, pour la plupart avec des familles sur place dans la bande de Gaza, et qui sont soumis à la pression de l'organisation terroriste qui règne sur la bande de Gaza, qui est le Hamas ou le djihad islamique. Les ONG comme Amnesty International, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, l'ONU, l'UNRWA, ce sont des marques qui sont connues et reconnues par le monde entier et par le monde journalistique qui les prend et qui les met sur un piédestal et sur lequel il faut éduquer les journalistes et leur faire comprendre que, en fait, les 90% des gens qui travaillent pour ces organisations à l'intérieur du pays, à l'intérieur de Gaza, sont des Palestiniens, sont des Gazaouis, et qui vivent donc sous la pression des organisations terroristes et qui, même s'ils en avaient la volonté, n'ont pas la liberté de s'exprimer. C'est la même chose pour les agences de presse, les agences de photos, de vidéos. Les caméras qui travaillent pour l'AFP et Reuters sont des Gazaouis qui ne peuvent sciemment pas montrer ce qu'ils veulent. Quand un journaliste, par exemple, de la BBC s'est exprimé la semaine dernière que l'armée israélienne prévoit, avant les frappes d'un bâtiment dans la bande de Gaza, les habitants pour leur dire de se déplacer et d'aller se protéger ou de se mettre en dehors de ça, la BBC retire cette vidéo du replay, parce que c'est la BBC en arabe, retire la vidéo du replay, elle est retirée de la plateforme. Heureusement qu'il y a des cyberjournalistes qui veillent pour conserver ces canaux et tout enregistrer. C'est aussi ce qui s'est passé avec les images par rapport à l'hôpital de Gaza, qui va encore faire parler de lui pendant des années et des années. On n'aura pas une position claire de la part du monde journalistique ou de la presse, ou même du monde international en général, sur cette histoire, même si c'est plus rapide que d'habitude sur des gens qui s'auto-corrigent sur ce qui a pu se passer dans l'hôpital de Gaza. Je peux vous dire que j'ai été témoin, et en direct ce soir-là à la télé, de rédactions qui prenaient des témoins ou des pseudo-témoins de messages reçus via WhatsApp ou téléchargés sur Telegram, sans aucune vérification, d'informations qui étaient transmises, prises comme argent comptant, en citant ces agences de presse, en citant Médecins sans frontières, en citant la Croix-Rouge, en citant des ONG avec des gens qui auraient envoyé des vidéos, avec des vidéos qui parlent de 400, 500, 900 morts. Et là, on est très, très loin du compte pour l'instant. Et je ne suis pas là pour faire des comptes d'apothicaire. C'est terrible de parler de la mort. C'est terrible de parler ces populations civiles qui sont réellement en souffrance parce qu'il y a vraiment des morts et qui sont eux-mêmes victimes de ce qui se passe à Gaza. Mais on est obligé de changer la méthodologie. Et changer la méthodologie, c'est quoi? C'est avoir des organismes d'observation de cybersurveillance de toutes les chaînes de télé du monde, ce qui a permis, par exemple, d'avoir enregistré les images de Al Jazeera qui filmaient en direct le tir de roquettes supposé du djihad islamique qui aurait raté sa cible, qui serait les civils israéliens, qui aurait fait un demi-tour et qui aurait explosé dans le parking de l'hôpital de Gaza. S'il n'y avait pas eu ces organismes de cybersurveillance, cette vidéo aurait été supprimée par Al Jazeera. Al Jazeera l'a supprimée de ses plateformes, de la même manière que la BBC a supprimé ses plateformes. C'est important de savoir qu'on est passé à une autre phase de l'information et que vous êtes
aussi, en partie, responsable du partage de ces informations. Les images, pour vous-même et pour vos enfants et pour vos frères, partagées de manière impulsive. Vous n'êtes pas journaliste. Je sais que chacun veut être le premier à déclencher, à envoyer une image, mais ces images, ils font déjà des dommages dans l'actualité au quotidien. Ça transmettre des fausses informations, c'est quelque chose qui est extrêmement dommageable en fonction du camp dans lequel vous vous trouvez. Je vais vous donner un exemple concret. Au tout début de cette guerre, il y a eu une vidéo qui a été partagée de bébés dans des cages. Et ces bébés dans des cages étaient supposés être dans la bande de Gaza, des otages qui étaient prises des kibboutz voisins de Be'eri ou de Kfar Aza, prises par les Gazaouis ou par les terroristes du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza. Et cette vidéo a tourné sur les plateaux, elle a tourné dans les rédactions, elle a tourné partout comme argent comptant. Et ça faisait partie de la propagande du Hamas, ça faisait partie de ce qu'on appelle Pallywood. Pallywood, c'est le mélange de Palestine et de Hollywood. Euh, et cette vidéo a été extrêmement dommageable parce que acquise comme réelle, partagée comme réelle par des comptes certifiés, par des comptes plutôt respectés, et qu'une fois qu'il y a eu un rétropédalage, parce qu'on a retrouvé cette vidéo TikTok postée quelques jours avant l'attaque du Hamas, quelques jours avant le 7 octobre sur TikTok, et qu'on a donc pu l'antidater par rapport à ce qui s'était passé, à partir du moment où on a vu qu'elle était antidatée, le moment où on a découvert l'horreur de Kfar Aza, le moment où on a découvert réellement, après vérification et vérification, l'horreur de ce qui s'est passé au kibbutz Kfar Aza et également le déroulé de ce qui s'est passé au festival Nova pour la paix et à Berry, la crédibilité n'était plus présente. Tout ne pouvait plus être pris comme argent comptant. À partir du moment où j'étais sur LCI, j'ai commencé à parler après vérification auprès de réservistes qui étaient sur place, après de membres de l'unité de Zaka qui étaient là et qui m'a décrit exactement ce qui s'était passé à Kfar Aza. J'ai attendu 8 heures avant de pouvoir exprimer à la télévision ce qui s'était passé, mais comme il y avait eu 2 jours où il y avait des fausses informations qui étaient passées, particulièrement cette histoire de bébés emprisonnés dans des cages, au moment où je divulgue l'information alors que je suis personnellement certain qu'elle est réelle, que j'ai vu des images, que j'ai eu des témoignages directs, j'ai perdu une crédibilité, pas parce que j'avais partagé les images de ces bébés en prison, en cage, parce qu'elles avaient été tellement partagées comme un fait accompli que les journalistes sur les plateaux en France, qui sont un peu loin de ce qu'on vit ici, je suis à Tel Aviv, hein, étaient dubitatifs et posaient la question, mais vraiment des enfants décapités, des enfants brûlés. Bon, vous connaissez le récit, j'ai pas envie d'en rajouter parce que ça sert à rien, c'est suffisamment anxiogène comme ça. Mais il a fallu 3 jours à peu près pour revenir à un sens de la réalité de ce qui s'est vraiment passé, avec des tonnes de sites comme Paroles de survivants qui ont vraiment raconté ce qui s'est vécu, qui ont été traduits et diffusés. Plus de 100 000 personnes ont pu voir ces images. Il a fallu faire un travail de journalistes de transmission de l'information, vérifié et vérifiable, pour que ce qu'on savait déjà réel puisse redevenir crédible. Mais à partir du moment où ces informations avaient été transmises et erronées, on avait déjà perdu une partie de cette guerre de l'information. Alors, comment éviter que ces informations ne se retournent contre vous, que vous perdiez votre crédibilité? Vous êtes tous des vecteurs d'information. Votre audience est beaucoup, beaucoup plus importante que vous l'imaginez. Une vidéo ou une info que vous partagez va être repartagée, en ricochet, un nombre absolument incalculable de fois. Vous devez être le premier filtre. Le changement, ça commence par la personne dans le miroir. Et vous devez absolument faire attention. Pas de post ou de partage impulsif que vous ayez vérifié vous-même la source ou que ça provienne d'une source connue et reconnue. Et même là, vous devez être prudent. Pas de partage de vidéos trouvées sur TikTok ou pire sur Telegram qui date d'il y a 3 minutes, 3 heures, que ça n'a pas été vérifié. Il faut absolument éviter cette impulsivité. C'est une guerre psychologique, c'est une guerre morale et c'est une guerre qui affecte les gens et qui affecte tout le monde et le monde de l'information également. Si vous partagez une fausse information qui s'avère être fausse très rapidement parce que tout se sait, c'est une munition qui aurait été efficace pour ceux qui vont tout faire pour que cette désinformation divise. Il y a des outils pour vérifier. Une photo, par exemple, une simple recherche Google photo inversée peut vous donner l'origine d'une photo qui semble trop parfaite pour être crédible. Je vais vous donner un exemple très récent. Je vais partager mon écran.
cet exemple, c'est la une de Libération d'avant-hier. De ce matin. Excusez-moi. Il y a une délibération de ce matin, le spectre de l'embrasement. C'est une photo qui est censée être en réaction à l'explosion de l'hôpital de Gaza. Et ce que vous voyez, c'est une photo qui vient vraiment de la bande de Gaza, qui a vraiment été prise par un journaliste de Associated Press. Vous pouvez le voir sur le côté gauche de la photo. Et vous avez un Gazaoui qui porte une photo entre ses mains. Et cette photo est censée être, si on lit cette page, est censée être une photo d'un enfant sous les décombres de cet hôpital à Gaza. Or, cette image a été débunkée à plusieurs reprises par plusieurs informations vérifiées qui montrent que cette photo daterait du tremblement de terre de Syrie et de Turquie et que donc elle aurait été utilisée par un Gazaoui sur place pour pouvoir montrer les décombres à l'intérieur de l'hôpital de Gaza, mais qui serait en fait du 9 février 2023 avec cette photo du bébé. D'autres éléments pourraient même confirmer que ça serait une photo, ça a été également diffusé sur une autre source d'information qui date également du 9 février 2023. Donc on est dans une situation, là je vous parle d'une source d'information qui va à l'encontre même de ceux qui sont dans le camp pro-palestinien. Mais pour vous montrer qu'une image peut être débunkée, transmise, et aller à l'encontre du sens dans lequel le journal, qui est un journal respectable, voulait aller. Là, on parle d'un journaliste de Associated Press, AP, reconnu au niveau de AFP, de Reuters, et qui montre cette photo qui est en fait la photo d'une photo, et Libération aurait dû diffuser une photo différente parce que là, elle insinue que ce bébé, même si ce n'est pas ce que la photo dit, puisque c'est la photo d'une photo, mais elle insinue que ce bébé était sous les décombres, et donc il y a clairement un choix éditorial de ce point de vue-là. Je sais que vous êtes également nombreux sur les groupes WhatsApp, que vous avez une responsabilité de ne pas partager les vidéos que, encore une fois, vous voulez transmettre et diffuser par réflexe. Vous devez être... je sais que c'est comme les likes sur TikTok ou sur Instagram ou sur Twitter, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau qui fait qu'on a envie de partager, d'être le premier à envoyer, avoir un petit cœur, un petit like, pas parce que c'est pas une volonté de nuire, mais c'est malheureusement un réflexe qui est intuitif de vouloir partager. On pense bien faire, mais on fait mal parce que ce genre d'information a des dommages. Elle peut vraiment aller à l'encontre de l'information que vous voulez vraiment transmettre. Si vous êtes sur des groupes, ne partagez pas non plus des numéros de téléphone publics, des lieux, des endroits qui puissent permettre à des personnes mal intentionnées de les utiliser. Vous devez absolument communiquer avec des gens que vous connaissez. Et nous, on fait pareil dans le monde journalistique. On fait attention à qui on communique. Il y a des gens qui font partie de nos groupes d'information et on fait attention avec qui pénètre ces groupes d'information. On a déjà été pénétré sur les groupes d'information de communication entre journalistes par des gens qui voulaient nous nuire. Je vais un tout petit peu résumer, mais juste vous dire que le monde des bisounours, c'est terminé et que c'est aussi la guerre des réseaux. C'est une guerre cyber et vous êtes sur le front. Chacun est sur le front. Vous êtes les premiers remparts de la désinformation et de sa propagation. Ne partagez pas si vous n'êtes pas sûr de vos sources. Préservez les groupes, les réseaux qui ne sont pas uniquement destinés à ces informations. Ne répondez pas aux insultes ou aux agressions à des comptes non vérifiés ou récents ou avec peu de followers. Probablement des trolls qui ont été créés pour créer des tensions entre les parties et générer un algorithme favorable pour amplifier les posts. Ne vous perdez pas dans les algorithmes. Préservez-vous, protégez-vous. C'est une guerre psychologique, médiatique, anxiogène. Et vous devez faire aussi attention de ne pas vous miner. C'est addictif et c'est addictif exprès. Et enfin, informez-vous avec des sources que vous connaissez et que vous reconnaissez. Allez s'informer sur des groupes qui ont des bonnes intentions sur Telegram, par exemple, et qui sont d'une violence extrême. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement fréquent qu'il y ait des photos et des vidéos qui soient partagées. Et 20 minutes, une demi-heure plus tard, une heure plus tard, ces photos et ces vidéos sont dire « Ah, attention,
c'était pas une bonne photo, c'est une photo qui nous a été transmise, qui n'est pas réelle, qui vient de notre village, de notre ville, ou qui date pas de cette époque-là, vous devez faire très attention de ne pas partager, de ne pas avoir ce côté impulsif. Vous êtes, encore une fois, les premiers remparts de la désinformation et préservez vos parents, préservez vos enfants, préservez vos frères, vos sœurs, vos familles, parce que vous savez que tout ça va pas ricocher et qu'une information qui va être transmise et qui va être transmise sans que vous puissiez le contrôler, c'est absolument impossible à récupérer après. Merci beaucoup, David, pour ton intervention qui a été claire et vraiment merci de nous apporter, en tant que journaliste, tous ces bons comportements à adopter. Et je pense que ça va nous aider tous à justement pas relayer des informations trop vite. Et comme tu l'as dit, on se laisse parfois prendre par l'émotion et on réfléchit pas malheureusement. Donc vraiment merci. Je vais donner la parole maintenant pour notre dernier intervenant, Malachi Tebol. Voilà, dans un instant. Voilà, Malachi, on t'écoute. Bonsoir, on m'entend? Oui, Bonsoir à tous. Voilà, je viens d'arriver d'Israël. Il y a quelques heures, j'ai atterri, où j'ai été donc pour les attaques et j'ai pu vivre un petit peu la guerre de l'intérieur. Mon travail de chaliard, d'envoyer à l'agent juive m'a rattrapé. Donc voilà, je suis revenu en France parce que la communauté juive a ce besoin en ces temps de guerre de se connecter à Israël, de se sentir lié à ce qui se passe. Et donc c'est mon rôle de le faire. Jean-Charles m'a proposé donc de participer à ce Zoom. Donc j'ai accepté avec plaisir. Moi, ce que j'aimerais, c'est essayer de donner quelques clés à ceux qui, malgré tout, se retrouvent confrontés à ce genre d'attaque, à ce genre de phrases. Ça peut être sur les réseaux sociaux, mais ça peut être également dans la vie étudiante. Ça peut être les amis qui viennent poser des questions. Euh, L'objectif principal, c'est de désinstaller le narratif dans lequel euh, certaines personnes pro-palestiniennes ou qui ne connaissent pas forcément veulent nous installer. C'est une arme rhétorique qui est très redoutable, de nous installer donc dans un narratif pro-palestinien qui est souvent mensonger et qui nous empêche, dès le début, de justifier certaines choses. Ça peut être si je vous demande que pensez-vous du génocide palestinien, évidemment qu'il n'y a rien à penser de ça, il n'y a rien à justifier d'un génocide, si ce n'est qu'il n'y a pas de génocide. On va tout de suite commencer avec ces quelques points. Donc je vais partager mon écran. Est-ce qu'on le voit, Nathan? oui, C'est c'est bon, bon. super. Alors, l'idée, c'est pas de vous faire devenir des experts du Moyen-Orient pendant les 10 minutes ou les 15 minutes qui me sont imparties. L'idée, c'est de donner 5 clés, 5 phrases que vous pouvez retenir, que vous pouvez garder en tête et qui vous permettront de garder vos appuis, de ne pas vous sentir déstabilisé si on vient vous poser des questions à ce sujet. Donc le premier, c'est le fameux mythe du génocide palestinien qu'on argumente souvent pour dire que Tsahal ou Israël extermine la population à Gaza. Et donc c'est toujours très important de couper dès le début cette conversation en demandant quel génocide exactement il y a en Israël avec la population palestinienne. Donc j'ai pris la définition de Wikipédia déjà pour remettre sur la table ce que c'est un génocide. Donc un génocide, c'est un crime consistant en l'élimination concrète, intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national, ethnique ou encore religieux en tant que tel, ce qui veut dire que des membres du groupe sont tués, brisés mentalement et physiquement ou rendus incapables de procréer en vue de rendre difficile ou impossible la vie du groupe ainsi réduit. Donc Israël serait accusé d'un génocide envers le peuple palestinien, ce qui serait étonnant parce que le peuple juif se débrouillerait très mal pour faire son génocide quand on voit l'évolution de la population à Gaza. Je vous ai ramené ces 2 tableaux. Je pourrais vous donner les sources ensuite en commentaire qui expliquent en quelques chiffres la courbe de progression de la population à Gaza. Donc, on peut voir par exemple sur le premier tableau que de 2014 à 2018, il y a une évolution de la population qui est environ de 100 000, 120, 130 000 personnes par an. Donc, ça comprend la population à Gaza et dans les territoires palestiniens. Il y a également donc, le deuxième tableau qui vient nous expliquer, qui va nous mettre dans les chiffres
La population palestinienne en 1997, qui était en tout de 1 873 476 personnes, et qui passe en 2017, donc soit 20 ans après, à près de 3 millions. Le taux d'évolution de la population à Gaza, il est de 2,5% pour l'année de 2020. C'est énorme. C'est près de 10 fois le taux français, comme vous pouvez le voir sur le document. Et c'est beaucoup plus que le taux d'évolution de la population israélienne, qui lui est très haut par rapport à la moyenne mondiale ou européenne. Donc, premier point, quand on vient nous dire que pense-t-on du génocide palestinien, il faut couper court en disant il n'y a pas de génocide palestinien. Un génocide, c'est quand la population elle disparaît. La population palestinienne est en constante augmentation. Et donc, en coupant court ici, on n'a pas du coup à justifier du génocide palestinien que Israël ferait et pourquoi il le ferait. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est effectivement Israël, oui, des fois va frapper Gaza, oui, des fois va mener des attaques contre les terroristes en Cisjordanie, contre des terroristes qui sont établis à Gaza par le Hamas. Et donc, il faut déjà là mettre une différence qui est très claire, qui est fondamentale et qui permet donc de ne pas rentrer dans des comparaisons entre ce que ferait Israël et ce que ferait le Hamas. On a toujours cette guerre des chiffres qui veut dire, voilà, le Hamas sur ces attaques du 7 octobre ont fait près de 1400 morts. Oui, mais Israël a tué près de 3000 Palestiniens, qui sont pour la plupart des terroristes, depuis le 7 octobre. La différence fondamentale, c'est de dire que quand Tsahal frappe Gaza, chaque victime civile est un échec. C'est-à-dire que Tsahal, dans énormément de cas, va annuler des frappes pour préserver les civils. Tsahal va appeler les civils qui se trouvent dans la zone des frappes pour leur demander de partir, quitte à ce que les terroristes en profitent pour s'en aller. Et Tsahal va souvent annuler des opérations qui auraient permis d'éliminer des chefs terroristes ou des personnes qui étaient sur le point de faire des attaques contre Israël, justement pour ne pas prendre le risque de toucher des civils. Alors que quand le Hamas attaque Israël, les civils sont la cible. Quand le Hamas tire des roquettes depuis Gaza sur Israël, les civils sont la cible. Si la roquette peut tomber sur une école, c'est une grande victoire. Quand le Hamas est rentré par la bande de Gaza dans les kibbutzim, on a trouvé des documents qui étaient très clairs, qui montraient que le Hamas avait pour objectif d'attaquer des écoles, d'attaquer des villages, d'attaquer des familles. La différence, elle est très claire. Elle permet justement, encore une fois, de ne pas rentrer dans ces comparatifs entre le nombre de victimes à Gaza et le nombre de victimes en Israël. Il y a une différence fondamentale, c'est que Israël vient pour essayer d'éliminer des terroristes en essayant au maximum de réduire les pertes civiles qui arrivent parce que c'est des dommages collatéraux, parce que dans une guerre, il n'y a jamais rien qui est beau, il n'y a jamais rien qui est propre, mais l'objectif de Tsahal, c'est d'éliminer les terroristes, alors que quand le Hamas attaque Israël, son objectif principal, c'est de faire des victimes, c'est de faire des civils, et si c'est des enfants et si c'est des femmes, c'est encore mieux. Je vous laisse avec cette phrase également du colonel Richard Kemp, qui était donc commandant de l'armée britannique pendant l'opération de Tsahal en 2014 à Gaza, et qui a eu cette citation qui a dit Tsahal fait plus pour préserver les droits des civils en zone de combat que n'importe quelle autre armée dans l'histoire de la guerre. Je ne crois pas que les États-Unis, quand ils sont entrés en guerre contre l'Afghanistan, ou l'armée française, quand elle est rentrée en guerre avec la Libye, je ne pense pas qu'elle a lâché des tracts pour prévenir la population. Je ne pense pas qu'elle a appelé les habitants pour les prévenir des frappes. Tsahal est la seule armée au monde à faire ça pour préserver les pertes civiles, quitte à se laisser échapper des terroristes. Le troisième point que j'aimerais que vous reteniez, c'est que ce n'est pas la population de Gaza contre Israël, ce n'est pas la population de Gaza contre Tsahal, c'est bien le Hamas contre la population à Gaza. On pourrait croire que le Hamas requiert, ou en tout cas obtient le soutien de toute la population, qui le soutient dans ce qu'il fait, qui le soutient dans ses actions, et on oublie trop facilement que le Hamas oppresse avant tout sa propre population. Depuis le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza, il fait vivre la population dans la terreur. Il exécute ses opposants politiques. On peut citer notamment les représentants du Fatah, donc de l'autorité palestinienne, qui ont pratiquement tous été exécutés sitôt le Hamas au pouvoir. Le Hamas voile ses femmes, il oppresse ses homosexuels, il aspire et il pille complètement les aides internationales
Je n'ai pas retrouvé ce chiffre-là. C'était un chiffre de Tsahal qui disait combien d'hôpitaux auraient pu être construits si seulement le Hamas n'avait pas utilisé l'aide internationale et les matériaux qui avaient été donnés par les pays du monde pour construire des hôpitaux. Si le Hamas ne les avait pas pris pour construire des tunnels qui allaient servir à attaquer Israël de l'intérieur, eh bien, il y aurait plusieurs hôpitaux qui auraient pu être construits dans la bande de Gaza. Et donc, quand Israël, et c'est ce qui va sûrement se passer dans les prochains jours, va rentrer à Gaza pour essayer de mettre fin aux agissements du Hamas, eh ben, c'est le meilleur espoir pour la population à Gaza, qui, on l'espère, pourra enfin être libérée du joug du Hamas et qui pourra enfin mener une existence un peu plus libre, un peu plus démocratique, on l'espère. Le quatrième point, alors je voulais aussi vous montrer, pardon, avant le quatrième point, on a souvent entendu des critiques ces derniers jours qu'Israël aurait sommé la population gazaoui de s'enfuir vers le sud de la bande de Gaza pour justement ne pas être touché par l'opération terrestre qui va être enclenchée par Tsahal à Gaza. On pourrait penser que le Hamas voudrait aussi euh, protéger sa population, comme le fait Tsahal avec la population gazaoui, mais le Hamas fait tout le contraire. Le Hamas empêche sa population de fuir. Ils mettent même des barrages sur les routes du sud, donc comme les photos que vous pouvez voir. Donc, c'est-à-dire qu'on a d'un côté Tsahal qui dit à la population de Gaza, fuyez comme ça, on va pouvoir vous protéger. Et le Hamas qui, au lieu de les aider, les empêche de passer et les bloque. Et on voit bien que les Gazaouis font beaucoup plus confiance à Tsahal pour leur sécurité qu'au Hamas, parce qu'ils n'ont pas écouté donc le Hamas qui leur a dit ne vous inquiétez pas, restez à Gaza, tout va bien aller. Le quatrième point, c'est celui qui est souvent le plus donné par l'opinion internationale quand il y a des attaques, quand il y a des attentats, c'est de demander à Israël d'avoir une réponse qui est proportionnée. Là encore, à part la demande qui est un petit peu ahurissante, parce que quand un pays est attaqué, on n'est pas dans une cour de récréation d'enfants où il y en a un qui embête l'autre et du coup l'autre lui rend juste le coup. Quand un pays qui est souverain, quand un pays qui est démocratique se retrouve avec des roquettes dans son ciel, se retrouve avec des femmes et des enfants qui sont massacrés, le rôle d'un pays, le rôle de son armée n'est pas seulement de rendre coup pour coup, mais le rôle de l'armée, le rôle du gouvernement, c'est d'empêcher qu'une attaque de ce type puisse se reproduire en enlevant totalement l'envie, en enlevant totalement l'espoir à ses ennemis de refaire, de penser pouvoir encore une fois attaquer la population civile. Donc quand Tsahal doit riposter, il ne doit pas seulement faire le même nombre de morts, par exemple, ou envoyer le même nombre de bombes sur Gaza qu'aurait fait le Hamas. La responsabilité de l'armée d'Israël, c'est d'empêcher le Hamas de pouvoir nuire à nouveau aux Israéliens. Mais à part ça, à part cette demande qui est un petit peu ahurissante, comme je l'ai dit, il n'y a pas de réponse proportionnée qui est possible. Si on parle de réponse proportionnée, ça voudrait dire que Tsahal devrait donc se comporter exactement de la même manière que le Hamas et donc envoyer ses soldats dans la bande de Gaza avec pour ordre de massacrer librement, de violer des femmes, de kidnapper des enfants, voire les égorger. Et ça serait donc la réponse proportionnée de Tsahal à Gaza. Évidemment, c'est complètement ahurissant. Évidemment, il n'y aurait aucun soldat de Tsahal qui accepterait de réaliser cette mission. Il n'y aurait aucun commandant qui pourrait jamais penser à cette option parce qu'Israël est une armée morale, parce qu'Israël, quand ils viennent pour riposter, ils vont essayer d'éliminer les terroristes qui ont commis ces attaques, les responsables qui les ont ordonnés, mais jamais Israël ne pourra penser avoir une réponse proportionnée, avoir une réponse égale, parce que ça serait donc tomber dans le terrorisme et Israël reste, et même dans ces temps de guerre, reste une armée qui est morale, reste une armée qui a un code moral qui est à toute épreuve. Et chaque soldat qui va essayer d'y contrevenir fera l'objet d'une enquête, fera l'objet d'une arrestation et sera mis au banc par Tsahal. Je prends exactement le même exemple pour les roquettes. Si Israël doit avoir une réponse proportionnée pour les roquettes, ça serait donc d'envoyer des missiles sur la bande de Gaza un petit peu au hasard, en espérant que ça touche des zones avec des civils. La même chose, il n'y aura jamais un soldat en Israël qui sera capable d'appuyer sur un bouton pour envoyer un missile sans savoir où est-ce qu'il va aller, sans être sûr qu'il est destiné à toucher des cibles terroristes. Donc, encore une fois, quand on parle de réponse proportionnée, il faut réussir à couper la question, le débat dès le début, en ne mettant pas sur la même échelle de valeur
une attaque terroriste et une réponse d'un État démocratique, d'un État souverain. Le cinquième point dont j'aimerais parler, et c'est le dernier, c'est celui de l'apartheid. Alors, j'ai pas eu le temps, vu que j'ai fait cette présentation dans l'avion. Je voulais mettre aussi la définition de l'apartheid, mais on va faire avec. Vous connaissez sûrement cette phrase heureux comme un juif en France, qui date de l'émancipation des juifs par Napoléon, qui ont donc permis aux juifs de jouir des mêmes droits que les citoyens français. Eh ben, cette phrase-là, elle s'applique un petit peu aux Arabes israéliens qui habitent en Israël. Il y a deux sortes de populations arabes en Israël. Il y a ceux qui n'ont pas la nationalité israélienne, donc qui habitent dans la bande de Gaza, ou ceux qui sont en Cisjordanie. Mais les Arabes israéliens qui ont eu la chance, parce que c'est une grande chance, d'être dans les frontières d'Israël en 1948, c'est, pour dire peu de choses, c'est sûrement les citoyens qui sont, enfin, c'est sûrement les populations arabes qui sont le plus bénies de tout le Moyen-Orient. Parce que cette population-là, ils possèdent une carte d'identité israélienne, ils ont les mêmes droits à 100% que tous les citoyens israéliens. Donc moi, je suis citoyen israélien. L'arabe israélien qui est en face de moi, il a exactement les mêmes droits que moi. Il n'y a aucune différence. Et toutes les portes leur sont ouvertes. Ils vont être intégrés dans tous les niveaux de la société. Ils vont pouvoir faire des études. Ils vont devenir médecins. Ils vont devenir avocats, juges, députés. Et vont même siéger dans les derniers gouvernements qu'on a eus. Il y avait des membres du gouvernement qui étaient issus donc de la population arabe israélienne. Et pour avoir parlé avec nombre d'Arabes israéliens, j'en ai pas trouvé un seul qui serait prêt à renoncer à sa citoyenneté israélienne pour obtenir un passeport gazaoui, pour obtenir un passeport palestinien. Parce que les Arabes israéliens qui ont la chance de pouvoir faire partie du pays d'Israël, ils en sont très heureux. Ils mènent une vie qui, comme je l'ai dit, est sûrement la plus douce de tout le Moyen-Orient pour les autres populations arabes. Et je ne vous cache pas que les populations arabes, que ce soit à Gaza ou que ce soit dans Cisjordanie, jalousent férocement ces Arabes israéliens qui ont obtenu un statut un peu plus élevé, qui ont pu s'émanciper dans la société israélienne. Et donc, la population arabe israélienne est très heureuse de ça. Et donc, on ne peut pas parler d'apartheid, on ne peut pas parler de discrimination dans un pays où justement les Arabes israéliens jouissent de tous les mêmes droits, évoluent dans tous les niveaux de la société et sont regardés avec jalousie, non seulement par les citoyens de Gaza, par les citoyens de Cisjordanie, mais également par tous les citoyens des autres pays. Un Arabe israélien est 10 fois, 100 fois plus heureux matériellement et dans sa citoyenneté qu'un citoyen de Syrie, de Libye ou du Liban. C'est évident, ça crève les yeux. Donc, ne pas parler, encore une fois, quand on vous parle, quand on vous dit que pensez-vous de l'apartheid israélien, il faut réussir à couper court en enlevant ce mot, en enlevant ce narratif, en ne le laissant pas s'installer pour pouvoir justement se défendre, mais sans rentrer justement dans cette justification d'un apartheid ou pas, parce qu'un apartheid, évidemment, ça serait injustifiable, mais donc il faut réussir à couper court juste avant. Et je vous mets aussi, voilà, encore ces deux photos. Donc, on parle de Khaled Kaboud, qui est donc juge à la Cour suprême. Alors, désolé des fautes, hein, ça a été fait à la va-vite, qui a été juge à la Cour suprême israélienne en 2022. Donc, un arabe israélien qui préside les plus grandes instances de ce pays. Et également, pour ceux qui se baladent parfois à Mamilla ou qui se baladent dans tout le pays, on voit les citoyens arabes israéliens qui se baladent librement, qui sont empêchés en rien de profiter de la vie en Israël, comme les autres citoyens juifs. Voilà, c'est ces 5 phrases clés que j'espère que vous retiendrez, que vous pourrez assimiler et qui vous permettront donc, si demain vous êtes attaqué, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans la vie réelle, de ne pas vous sentir déstabilisé et de réussir à couper court à toute tentative justement d'installer ces termes-là dans le discours. Voilà, merci à tous. Merci Malachi pour cette super intervention. Alors, on a terminé cette session, donc il y a une deuxième partie maintenant qui va commencer. Tout d'abord, j'aimerais savoir si un des trois intervenants, donc David, Malachi ou Simon, voulait prendre 2 à 3 minutes pour ajouter quelque chose à la présentation, avant qu'on passe à
à la séance questions-réponses. Simon? Ouais. Écoutez, je pense qu'aussi l'un des points très importants à évoquer, c'est aussi de savoir quand s'engager dans un débat avec quelqu'un. Parce que la quantité d'énergie et de temps que l'on perd à essayer de convaincre des gens par des messages à rallonge sur les réseaux sociaux, pour qu'au final, on en soit, on en soit frustré parce que finalement, personne dans l'histoire n'a été convaincu, eh bien, c'est tout à fait colossal. Je pense que avant de s'engager dans un débat avec des gens qui vous envoient des messages, qui vous posent des questions un peu, euh, un peu ambiguës en privé, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, euh, assurez-vous d'abord que la personne, l'interlocuteur, soit euh, de bonne foi et qu'elle cherche véritablement à apprendre quelque chose ou à clarifier une idée. Vraiment, et 90% du temps, ça n'est pas le cas. Donc, vous pouvez vous éviter 90% du temps des débats stériles et une frustration qui, naturellement, l'accompagne. Maintenant, je veux vraiment euh, je veux vraiment sur ce point aussi insister sur le fait que la meilleure réponse à une accusation, la meilleure réponse à une ambiguïté, c'est, et ce sera toujours, la question. La question, je pense que dans toutes les armes rhétoriques qui existent, c'est la plus puissante. Parce qu'en fait, quand on nous pose une question, eh bien, la pression qui incombe sur celui qui est censé défendre Israël, quand on dit par exemple pourquoi Israël est un pays apartheid ou comment peux-tu soutenir un pays qui commet un génocide, eh bien, la pression incombe à celui qui défend Israël et l'invite et le force à devoir se justifier. Alors qu'en fait, si on répond par une question, mais comment ça? Mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu appelles un génocide? Comment t'en es arrivé à cette conclusion? Pourquoi tu dis ça? Eh bien, c'est à lui de justifier finalement sa question et de finalement les mauvais arguments de sa propre bêtise. Et donc moi, je compare ça vraiment à la différence entre le ping-pong et le ski. Le ping-pong, c'est un peu le débat stérile où en fait on se renvoie la balle tour à tour et au final, quelqu'un rate la balle et le match s'arrête. Alors que quand on fait du ski, eh ben, en fait, on glisse sur une montagne, on glisse sur une pente, et c'est la même chose avec la question, c'est-à-dire qu'on glisse sur les argumentations qui seront par définition mauvaises et incorrectes de celui qui profère toutes ces accusations. Vraiment, j'insiste là-dessus. La question, c'est vraiment l'arme la plus redoutable. Et en plus, ça permet de révéler, dans 95% des cas, le manque de culture absolument surprenant de son interlocuteur. Et je veux juste ajouter aux quelques punchlines sympathiques à sortir dans un débat, si vraiment débat il y a. Par exemple, euh, voilà, vous pouvez dire, quand il s'agit de comparer, quand on parle d'apartheid ou de colonisation, euh, quelle est la moyenne, quelle est l'espérance de vie d'un arabe israélien? Bah, l'espérance de vie d'un arabe israélien, d'un arabe en Israël, eh bien, c'est environ 79 ans. Quelle est l'espérance de vie, malheureusement, d'un juif à Gaza? Eh ben, ça aussi entre 2 minutes et 4 jours. Donc, voilà, ça, par exemple, un type de punchline vraiment qui est imparable et qui permet déjà de recentrer l'asymétrie morale entre les deux camps. Il y a aussi sur l'apartheid, je complète, j'ajoute à ce qu'a dit Malachi, si Israël est un pays apartheid, pourquoi les seuls Arabes du Moyen-Orient à pouvoir insulter leur gouvernement sans risquer la prison se trouvent en Israël? C'est quand même surprenant pour le seul pays du Moyen-Orient que l'on qualifie d'apartheid. Pareil pour la colonisation, quand on dit les Israéliens colonisent la Cisjordanie,
eh bien là, vous utilisez les définitions. Déjà, vous posez une question et vous dites, mais attendez, Israéliens colonisent Cisjordanie. Alors, c'est quoi les Israéliens? Ça veut dire quoi coloniser? Et c'est quoi la Cisjordanie? Les Israéliens, eh bien, c'est ceux qui appartiennent, ce sont les ressortissants de l'État d'Israël, qui est un pays juif, qui est l'État-nation du peuple juif. Donc, en fait, quand on parle des Israéliens, on parle grosso modo des Juifs. Coloniser, c'est quoi coloniser? C'est s'implanter sur une terre qui nous est étrangère. C'est la définition de la colonisation. C'est s'implanter sur une terre qui nous est complètement étrangère. Et la Cisjordanie, c'est quoi? Eh bien, la Cisjordanie, c'est le nom administratif donné par la Jordanie à cette région qui a un nom beaucoup plus ancien, qui a un nom plurimillénaire, qui est la Judée et la Samarie. Donc, quand on dit que les Juifs, quand on dit qu'Israël colonise la Cisjordanie, on dit que les Juifs colonisent la Judée et la Samarie. Et quand on connaît un peu l'étymologie du mot juif, eh bien on s'aperçoit de l'absurdité absolue de cette qualification. Parce que juif, ça vient du vieux français, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juiu, qui veut dire en latin, en vieux latin, judéen. Donc quand on dit que les Israéliens colonisent la Cisjordanie, on dit que les Judéens colonisent la Judée. Et alors, à ça, il faut opposer, mais comment on peut dire que les Judéens colonisent la Judée, mais que les Arabes, eux, qui à la base viennent, qui à l'origine viennent d'Arabie, comment ça se fait que eux, on ne leur attribue pas ce terme disqualifiant? Donc voilà, il y a tout un tas de punchlines un peu qui disqualifient tout, en fait, qui déconstruisent complètement leur argumentaire. J'en donne un dernier, une dernière punchline. Par exemple, quand on dit les Juifs ont volé, pareil, dans le même registre, les Juifs ont volé la terre de Palestine, bah, d'accord, mais par quel heureux hasard le mot Palestine vient-il de l'hébreu et non pas de l'arabe? Palestine vient, encore une fois, de la racine hébraïque pléchette. Comment ça se fait? Comment ça se fait que, par exemple, Al-Quds, qui est le nom arabe de Jérusalem, pourquoi il s'appelle Al-Quds? Parce que Al-Quds, ça vient de la racine des langages sémitiques. Al-Quds, Quds en arabe, ça veut dire saint, comme Kodesh, Quds, Kodesh. Pourquoi? Parce que Al-Quds, c'est la ville du Beth Amikdash, la ville du temple de Jérusalem, le Beth Amikdash. Voilà, les Arabes sont censés être les indigènes d'une terre dont tous les noms, en fait, viennent de l'hébreu. Voilà. Donc, il y a plein de petites pirouettes comme ça, mais hyper efficaces. Encore une fois, il faut vraiment savoir quand le faire, ne pas perdre votre temps, ne pas perdre votre temps. Le nombre d'heures, moi, que j'ai perdu, maintenant, je ne le fais plus, évidemment. Vraiment, toujours, assurez-vous que ce que vous faites a du sens et surtout, n'hésitez pas toujours à poser des questions et à poser des questions et à poser et à demander à l'autre de définir ce qu'il a dit. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Simon, pour cet ajout. Alors voilà, avant de passer à la séance questions-réponses, j'avais une annonce à vous faire. Donc voilà, à l'OSM, à l'Organisation sioniste mondiale, on a bien cerné les enjeux d'aujourd'hui et les enjeux de demain. Et pour cette raison, nous souhaitons mettre en place une formation spécifique pour les jeunes. Euh, Peut-être à partir de 15 ans, c'est à réfléchir, mais en tout cas pour des personnes, on va dire, en moyenne de 15 à 25 ans, qui souhaiteraient suivre une formation sur le thème du sionisme, sur le thème d'Israël et du peuple juif, des jeunes qui seront formés à toutes les notions qui sont importantes pour défendre Israël, le peuple juif et le sionisme, et qui, au bout d'un certain temps, donc à la suite de cette formation, auront toutes les clés pour pouvoir parler en public et défendre comme il se doit euh, Israël et le peuple juif. Donc voilà, donc c'est de 15 à 25 ans, donc c'est vraiment pour un public jeune. C'est une formation qui durerait plusieurs mois. Évidemment, ce ne serait pas tous les jours. Il y aurait des temps en distanciel et des temps en présentiel. Donc, je vous envoie maintenant dans le groupe de chat l'adresse email à contacter si vous êtes intéressé. Écrivez une lettre de motivation en vous présentant. Oui, 26 ans, ça peut passer aussi.
Donc, écrivez une petite lettre qui détaille qui vous êtes et pourquoi est-ce que vous devriez être sélectionné, quelles sont vos motivations. Évidemment, le nombre sera limité. Donc voilà, donc vous avez la possibilité d'écrire à cette adresse email-là. Je voulais en profiter pour remercier Jean-Charles Zerbib et Nathalie Rieu qui sont à l'initiative de ce Zoom qui nous a vraiment apporté des outils de compréhension et d'autodéfense. Vraiment un grand merci à vous pour la qualité de vos interventions. Merci à Simon Mousse, merci à David Benheim et merci à Malachi Tebol. Et donc, on va passer maintenant à la séance questions-réponses. Donc, ce que je vous propose, soit vous écrivez votre question dans le chat, ou soit vous levez la main. Donc, je vais essayer de remonter un petit peu dans le fil parce que je vois qu'il y a une question assez longue qui a été posée. Donc voilà, il y a une question. Bonjour Simon, merci pour ton explication et pour tout ce que tu mets en place sur les réseaux. J'aurais une question. Quand on dit que en 48, l'ONU a déclaré que la terre d'Israël sera l'État d'Israël, qui vivait sur cette terre avant pour les Palestiniens? Ils nomment ce jour comme un jour de deuil, donc la Nakba. Combien étaient-ils? Comment nous nous sommes comportés vis-à-vis d'eux? Qui étaient-ils? Merci. Voilà, si tu veux bien répondre, Simon. Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Quand on dit qu'en 1948, l'ONU a déclaré que la terre d'Israël sera l'État d'Israël. Alors, en 1948, c'est les Juifs qui déclarent l'indépendance de l'État d'Israël. L'ONU avait proposé un plan de partition et l'ONU a été finalement mise devant le fait accompli quand les Arabes ont refusé le plan de partition et que les Juifs ont proclamé l'indépendance de l'État d'Israël. En 1948, si je ne m'abuse, je ne crois pas que l'ONU a déclaré que la terre d'Israël serait l'État d'Israël. Euh, euh, qui vivait sur cette terre avant? Alors, déjà, c'est important de souligner que il n'y a pas une période dans l'histoire où la terre d'Israël n'a pas été habitée par des Juifs. Il y a toujours eu, même en période d'exil, une présence juive en Israël discontinue. Seulement, il y a des, comment on appelle ça, des, oh là là, des comptes qui montrent, des recensements, pardon, voilà, des recensements de l'Empire ottoman qui montrent que à la fin du 19e siècle, par exemple, il y avait une grande majorité d'Arabes en Palestine, en Palestine ottomane. Maintenant, quand je dis une grande majorité d'Arabes, ça veut dire qu'il y avait à peu près 90% d'Arabes sur le territoire de la Palestine ottomane. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont des pourcentages. Mais quand on regarde le nombre, il y a à peu près 200, 300, maximum 400 000 personnes qui vivent dans ce territoire-là, des Arabes qui vivent dans ce territoire-là et qui ne s'identifient absolument pas à ce moment-là. Ça ne leur vient même pas à l'esprit d'ailleurs, il n'y a pas de raison, euh, comme des Palestiniens arabes. Euh, J'en profite pour rebondir, Simon. Il y a ouais. une deuxième question. Évidemment, David et Malachi, si vous voulez répondre, avec grand plaisir. Donc, il y a une question, là, il n'y a pas de personne, enfin, il n'y a pas d'intervenant qui est cité en particulier. Que répondre à une personne qui dit que Israël doit stopper sa colonisation? Est-ce que tu veux répondre, Simon? Oui, tout à fait. Alors déjà, la première réponse à une personne qui dit euh, que doit-on dire est-ce qu'Israël doit stopper la colonisation? C'est de quoi tu parles. Encore une fois, toujours répondre par une question. Et alors là, il va vous expliquer, bah oui, Israël colonise les territoires palestiniens, définit les territoires palestiniens, définit coloniser. Et à mesure que l'on nous explique, qu'il nous explique ce qu'il veut dire, eh bien tout simplement, on rétorque, une fois qu'il a défini tous les termes et qu'il a montré sa bonne foi, on rétorque qu'Israël ne peut pas être accusé de coloniser la seule terre au monde sur laquelle il n'est pas, sur lequel le peuple juif n'est pas étranger. Alors maintenant, on peut dire,
euh, une fois qu'on a enlevé le terme de colonisation, une fois qu'on l'a écarté, on peut dire oui, mais au nom de la paix, au nom du pragmatisme, oublions l'histoire, oublions les droits collectifs, on pourrait dire que Israël devrait quand même arrêter la politique d'implantation en Judée et en Samarie. Et ça, c'est une position tout à fait légitime qu'on peut ou non partager. Et ça, c'est une question politique. Mais avant de répondre, de parler de la politique, il faut employer les bons termes. Une fois qu'on a employé les bons termes, eh bien, je pense que le 90% du travail est fait. Israël n'est pas un État colonial, n'est pas une entité coloniale. D'ailleurs, et il faut dire aussi, notre punchline, que si les Juifs avaient créé un État en Argentine ou en Ouganda ou au Japon, là, les Juifs seraient une puissance coloniale. Là, l'État des Juifs serait un État colonial. Le seul pays au monde où les Juifs ne peuvent par définition pas être des colons, c'est en Palestine, en Israël, en Judée. Voilà. Ok, Il très y a un bien. exemple à donner qui est assez, qui permet aux gens de comprendre aussi, quand ça les regarde pas, ils comprennent davantage. Le peuple juif, c'est un peu comparable aux Amérindiens, aux Indiens d'Amérique. C'est un peuple qui a été déplacé par des gens qui ont été sur leur terre et qui ont perdu leurs réserves, qui avaient des histoires culturelles, une histoire sur cette terre, une spiritualité, et quand on compare le peuple juif au peuple amérindien qui a été déplacé, et pas uniquement par les Américains, par l'Amérique latine également, toutes les colonies portugaises, espagnoles, euh, néerlandaises, britanniques et compagnie, on arrive à comprendre que ces populations déplacées qui revendiquent aujourd'hui une appartenance à la terre sur ces réserves amérindiennes, avec leur histoire, leur culture, leur spiritualité, encore une fois, et qu'on le rapporte au peuple juif qui vient de Judée, qui est un peuple qui vient de cette terre, qui a été exilé de force et qui est le premier peuple de l'histoire à retourner sur sa propre terre, c'est remettre le mot indigène sur la spécificité du peuple juif sur cette terre de Judée. Les gens peuvent comprendre et ça évite d'avoir à argumenter sur le mot colon, colonisé, etc. Également expliquer que pour les 2 derniers siècles, ce qui s'est passé, c'est que ce peuple juif qui a vécu dans des territoires, puisqu'il n'avait pas de terre, il n'avait pas de pays, qui a vécu dans des territoires comme la France, le Royaume-Uni, la Pologne, etc. À partir du moment où ils ont eu la possibilité d'avoir un passeport, une citoyenneté, ils ont renverser leur histoire de peuple en religion. Et ça, c'est un énorme handicap. C'est un handicap qui a vraiment, qui aujourd'hui met le peuple juif au rang de religion et donc qui permet de l'argumentaire de dire ben, les juifs, ce sont des Français de confession juive, des Polonais de confession juive, des Américains de confession juive, alors qu'en fait, c'est un peuple juif avec une histoire, des croyances et des traditions. Et remettre le mot juif accroché au mot peuple et plus au mot confession ou religion, ça peut aider aux gens de comprendre quelle est la nature de ce peuple-là. On peut avoir un passeport français et être de nation juive. Le mot nation, nationalité porte à confusion, mais on peut être de citoyenneté française, américaine, mais au final continuer d'appartenir à la nation juive. Et donc, essayer d'expliquer que les Juifs, c'est le seul peuple indigène de l'histoire récente du monde, même de toute l'histoire du monde, qui, après un exil de 2000 ans, a réussi à retourner sur sa terre, c'est quelque chose que les gens comprennent. Et en faisant le parallèle avec les Amérindiens, c'est également quelque chose que les gens comprennent. Merci David. Alors on passe à une prochaine question. Qu'est-ce qu'on doit dire quand on entend Gaza est une prison à ciel ouvert? Qu'est-ce qu'on doit répondre à ça? Simon, tu veux intervenir? Ouais, moi je pense que euh, c'est une prison. On peut considérer Gaza comme une prison à ciel ouvert seulement si l'on considère
une prison comme un endroit où le prisonnier a le choix de détruire les barreaux. Gaza et ceux qui la gouvernent, la bande de Gaza, depuis 16 ans, ont le choix d'arrêter de vouloir la destruction de l'État d'Israël et par définition, et par conséquent, d'arrêter le blocus naturel que Israël met sur Gaza. Il faut vraiment répondre que Israël s'est retiré en 2005 de la bande de Gaza, mais n'a pas mis le blocus en 2005, mais en 2007. En 2007, date à laquelle le Hamas a pris le pouvoir, le Hamas dont la charte fondatrice appelle au génocide des Juifs du monde entier et à la destruction de l'État d'Israël, et qu'il n'appartient qu'à ses prisonniers de casser finalement, d'ouvrir la porte finalement. Il suffit, une prison, on n'a pas le choix d'en sortir. Eux ont le choix de faire la paix avec Israël, mais ne le font pas par idéologie et par détestation des Juifs. Oui, Donc donc c'est voilà. pas une volonté de l'État d'Israël d'emprisonner, puisqu'on le voit bien qu'à partir de 2005, il n'y a pas eu de barrière, mais c'est une volonté de se protéger Bien du sûr. Hamas depuis 2007. Et il y a vraiment cette idée de dire un prisonnier n'a pas le choix d'ouvrir la porte. Alors oui, aujourd'hui, la situation à Gaza est très difficile, mais encore une fois, il ne tient qu'à eux d'améliorer leur situation. Et il y avait une phrase, alors je ne sais plus si c'est Golda Meir ou pas Golda Meir, mais il y a cette phrase très connue, les Arabes palestiniens n'ont jamais manqué une occasion de manquer une occasion. Ça, c'est vraiment ce qui détermine toute l'histoire de la politique arabo-palestinienne depuis que le concept d'arabe palestinien existe. Et Donc, une ils autre auraient... information, dites-moi David et Simon si je me trompe, mais euh, j'ai j'ai, euh, j'ai constaté très récemment, parce que je m'intéresse beaucoup au sujet, qu'il y avait encore très récemment des Gazaouis, malgré le blocus, des Gazaouis qui avaient un permis de travail et qui pouvaient venir en Israël, comme le font les Arabes de Cisjordanie. C'est une information qui est vraie ou pas, David? En fonction des périodes, il y a jusqu'à 500 000 Palestiniens des territoires et de Gaza qui travaillent en territoire israélien, jusqu'à 500 000 personnes qui travaillent par semaine. Donc oui, c'est quelque chose qui est très fréquent. Après, il y a des fermetures, des ouvertures, etc. Mais il faut dire que il y a aussi beaucoup de Gazaouis qui ont la possibilité de passer par le passage du sud vers l'Égypte, et qui voyagent, hein. Il y en a qui ont des autorisations, qui arrivent à voyager, qui prennent l'avion, qui vont au Qatar, qui vont dans le reste du monde. Il y a beaucoup de binationaux qui habitent à Gaza également. Mais la véritable problématique est plus historique. Moi, je ne veux pas rentrer dans l'aspect politique euh, israélo-palestinien particulier, mais je veux vraiment que les gens comprennent que le blocus, il vient également des Égyptiens, et pas uniquement des Israéliens. Les Israéliens, les guerres ont des conséquences, malheureusement, et donc les bordures se ferment et se ouvrent en fonction des différentes opérations et des différents attentats ou attaques. En effet, il faut de toute façon toujours, toujours, toujours compatir et en pâtir, et toujours en permanence dire absolument, les Palestiniens, les Gazaouis sont dans une souffrance terrible, sont dans une ultra-pauvreté, ont un seuil un niveau de vie terrible, une durée de vie de moins de 40, enfin de 40 ans maximum, à peu près en moyenne. Évidemment il faut aller dans ce sens-là, parce que c'est une réalité. Mais il faut également exprimer que il ne faut pas oublier que personne dans le monde arabe ne veut des Palestiniens aujourd'hui, que également en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Égypte, ce sont des citoyens de seconde zone également dans ces pays-là, des réfugiés à qui on n'a pas donné non plus la possibilité de devenir des résidents à seuil égal des autres, que l'Égypte a un problème avec les frères musulmans, que le Hamas est une émanation des frères musulmans et qu'ils ne veulent absolument pas des réfugiés gazaouis parce qu'ils sont biberonnés à cette idéologie des frères musulmans, et que Al-Sisi, le président égyptien, est dans une situation où il veut absolument se préserver d'un tel danger pour lui. Donc voilà, on est dans une situation politique, géopolitique compliquée. Quand Biden dit prenez les réfugiés
palestiniens de Gaza dans le désert du Sinaï de manière temporaire, il y a un traumatisme réel et sincère de la part des Gazaouis qui savent que ce sont des Palestiniens, que s'ils partent de ce territoire, ils n'y retourneront pas, parce que c'est le traumatisme des Palestiniens. Et donc, il faut l'entendre. Il ne faut pas être dans le non, 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 parce que on sera jamais entendu, vous ne serez jamais entendu. Donc, il faut être dans la réalité historique. Et la réalité également humanitaire de cette région-là. Mais les guerres ont des conséquences et on ne peut pas reprocher à Israël de fermer ses frontières et de se protéger de ce point de vue-là, ça c'est certain. Merci David. Alors on va passer à une autre question qui est un petit peu complexe parce que je pense que ça va faire appel à des notions de droit et de droit international. Donc la question elle est comme ça. Mais si le Hamas oblige les Gazaouis à rester à Gaza, que doit-on faire? Si Tsahal attaque malgré tout, est-ce que juste le fait d'avoir prévenu les acquitte des pertes civiles? Elle est terrible la situation. C'est de toute façon, quoi que les Israéliens fassent, ils seront dans le tort. Donc, du point de vue du point de vue de l'image, quoi qu'il arrive, l'image d'Israël va être affectée. Donc, il n'y a pas de réponse là-dessus. Il n'y a pas de réponse. Encore une fois, les guerres ont des conséquences. Et là, c'est une véritable guerre. C'est la guerre de Gaza. Maintenant, elle commence pour la première fois à avoir un nom dans les médias. Il l'appelle la guerre de Gaza. C'est-à-dire, avant, c'était des opérations et on parle de guerre de Kippour, on parle de guerre des 6 jours. Là, c'est la guerre de Gaza. Donc, c'est une question qui est évidemment compliquée. Euh, il y aura des pertes et des pertes des deux côtés. Et malheureusement, chaque mort va être comptabilisée au même niveau. On va mélanger les soldats avec les civils. On va mélanger les combattants du Hamas avec les civils. Il va y avoir beaucoup plus de morts du côté palestinien que du côté israélien. Et ça va être un conte d'apothicaire et c'est terrible. Merci David. Simon, tu veux rebondir ou on passe à une autre question? Oui, je veux juste ajouter quelque chose, c'est que faut bien rappeler que en fait en Europe, en Occident, ça fait quand même 80 ans, en Europe en tout cas, que on n'a pas connu la guerre sur notre sol, et qu'en fait les gens ont perdu la notion de ce que c'est la guerre, et oublient qu'il y a des guerres qui sont justes et qu'il y a des guerres qui sont faites pour des raisons légitimes, qui sont menées pour des raisons légitimes. Je pense qu'il y a quelque chose à dire aussi sur la comptabilité souvent macabre et qui est toujours en faveur des Arabes palestiniens. Euh, il y aura toujours plus, dans un conflit entre Israël et les Arabes palestiniens, il y aura toujours plus de morts, malheureusement. Enfin, malheureusement, pas par rapport aux Israéliens, mais il y aura toujours plus de morts du côté gazaoui. Parce que ce qui compte dans une guerre, ça n'est pas, ça n'est pas les dégâts induits par les armes, mais c'est la moralité de l'emploi de ces armes. Quand une arme est dirigée vers une population civile et qu'elle cible des populations civiles, eh bien alors là, c'est la négation de la morale. Quand une arme vise une cible armée, une cible ennemie, une cible combattante, et qu'elle fait tout pour minimiser les pertes civiles, et alors là, on est dans la supériorité morale. Il y a une vraie binarité, une vraie asymétrie morale qui crée l'asymétrie des chiffres. On dit souvent, oui, c'est une guerre inégalitaire, c'est une guerre inégale. Il y a toujours plus de morts du côté palestinien. C'est toujours très inégal. L'armée est puissante. Oui, c'est vrai, c'est inégal, mais cette inégalité, elle découle aussi d'une inégalité morale. Et que si demain, il y a une guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, eh bien, ce ne sera pas surprenant de voir qu'il y aura plus de morts du côté nord-coréen parce que la Corée du Nord est un régime totalitaire qui n'accorde aucune valeur à la vie humaine de ses citoyens, contrairement à la Corée du Sud, qui est une démocratie libérale. Et ça a toujours été comme ça, même quand les Alliés se sont battus, quand la Royal Air Force et la American Air Force, quand l'aviation américaine et l'aviation britannique étaient en guerre contre l'Allemagne nazie, il y a eu beaucoup plus de morts du côté allemand que du côté américain ou que du côté britannique.
Il faut voir les images des villes comme Berlin ou Dresde en 1945. Et là, on nous dit, mais il y a énormément de civils allemands qui sont morts avec la logique comptable de ceux qui disaient à Israël de ne pas attaquer Gaza. Si on avait appliqué cette logique à l'époque, on aurait fait des Allemands les gentils de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment important de remettre au centre de la discussion le sens d'une guerre. Voilà, je veux dire ça, le sens d'une guerre qu'on a complètement oublié en Europe. Merci beaucoup, Simon. Alors, on a beaucoup de questions. Déjà, merci pour l'intérêt que vous portez à cette session Zoom. Il y a beaucoup de questions. Je lis que les gens sont vraiment très intéressés. Donc, je vous propose, David et Simon, on essaye de traiter un maximum de questions en peu de temps. Donc, si vous voulez bien suivre un certain exercice, bien que vos réponses soient très intéressantes, de s'en tenir peut-être à 1 minute dans la mesure du possible. Donc là, on reprend une question. Comment, à l'époque, les Arabes ont-ils eu le choix de rester en Israël et devenir Arabes israéliens ou se retrouver à Gaza? Donc j'imagine que l'époque qui est citée, c'est 1948, la déclaration de l'État d'Israël. David, est-ce que tu veux répondre en premier? Est-ce que tu peux me répéter la question? Oui, oui, oui. Comment est-ce qu'à l'époque, les Arabes, donc j'imagine à l'époque de 1948, comment est-ce qu'à cette époque-là, les Arabes ont-ils eu le choix de rester en Israël et de devenir Arabes israéliens ou de se retrouver à Gaza? C'est un pays avec une. En fait, ce qui est passé, il faut revenir en 47, plan de partage de la Palestine, qui a été refusé par le monde arabe et accepté par le monde juif. Le monde arabe n'a pas accepté parce que d'abord, il y avait des divisions à l'intérieur du monde arabe, que c'était des différentes tribus, qu'il n'y avait pas un chef autoritaire qui pouvait accepter au nom des Palestiniens de l'époque. Toutes les personnes qui étaient sur le sol israélien au lendemain de la déclaration d'indépendance le 14 mai. La déclaration, c'est vraiment le 14 mai pour une indépendance le 15 mai, qui était la fin du mandat britannique. Après la guerre d'indépendance, l'idéal de ceux qui ont créé le mouvement sioniste, c'était de dire qu'on intègre à l'intérieur du pays les différentes confessions, les différentes nationalités qui voulaient accepter. Donc, à partir de ce moment-là, tous ceux qui étaient de confession musulmane ou chrétienne qui étaient sur le territoire israélien ont eu de la même manière, avec la pseudo-constitution de 52, un passeport israélien et ont pu intégrer le territoire israélien. Mais la seule grosse différence, c'est que il y avait la loi du retour qui a été votée également en 52, je crois, qui s'appliquait qu'aux juifs et pas aux arabes. Donc là, c'est la seule différence qui s'est opérée à cette époque-là. Merci. Simon, tu veux répondre en 30 secondes, 1 minute? Et en 30 secondes, il faut savoir que quand les Arabes, les armées arabes ont déclaré la guerre à Israël, s'en est suivi une guerre qui a duré 2 ans, 48-49. Au cours de cette guerre, il y a eu à peu près 750 000 Arabes présents sur la Palestine mandataire qui ont quitté le territoire, dont 200 000 qui ont été déplacés de force. Et ce déplacement de force, il répondait évidemment à des impératifs sécuritaires, tout simplement de survie dans cette minuscule région où il y avait des couloirs de territoire euh, complètement arabes qui ne pouvaient pas en fait vivre, exister sans mettre en danger tout simplement l'existence de l'État d'Israël. Mais la grande majorité des Arabes qui ont fui, ont fui tout simplement parce qu'il y avait une guerre et que dans les guerres, il y a toujours un exode massif de civils. Merci, Simon. Alors là, il y a une question qui est très, 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 très intéressante. Et je pense que ça va pas être facile de répondre. Donc, question. En général, on nous dit arrêtez de remonter à 4000 ans. Ça fait 2000 ans qu'Israël n'est plus un État juif. Quelle légitimité avez-vous à y habiter, plus que les Arabes, qui, eux, l'ont habité cette terre bien plus longtemps que vous? Pourquoi vous avez attendu 2000 ans pour reprendre si c'est votre terre? Donc, question très difficile. Si je peux me permettre d'introduire les réponses, je dirais qu'il y a différents types de réponses. Il y a une réponse
religieuse, une réponse biblique, il y a une réponse de contexte géopolitique, il y a une réponse de force et de motivation. Donc, il y a différents types de réponses. Je vous laisse cet exercice-là si vous voulez bien répondre en 1 minute. Alors moi, je suis chaud, perso. Alors, déjà, j'aimerais, quand on me pose cette question, j'aimerais savoir pourquoi l'ancienneté, on dit 4000 ans, pourquoi l'ancienneté est un facteur, comment dire, invalide seulement quand il s'agit des Juifs. C'est-à-dire que une présence aussi ancienne, aussi antique, en général, c'est une circonstance pas aggravante, mais c'est une circonstance, comment dire, comment on dit déjà. En tout cas, c'est un argument en faveur des décolonisations. L'ancienneté, c'est en général un argument positif. Il n'y a que pour les Juifs qu'on dit, ah oui, non, mais c'était il y a trop longtemps. La deuxième chose, c'est une autre question, tout simple. À partir de quand, moi je veux bien qu'on me parle d'ancienneté et donc d'expiration, mais il faut juste, et c'est la question, c'est une question que j'ai posée directement moi, quand j'étais à l'université, au fondateur du BDS, du groupe BDS qui s'appelle Omar Barghouti. Je lui ai posé cette question très simple. À partir de quand la Palestine cesse-t-elle d'appartenir aux Juifs en tant que leur pays d'État-nation? Voilà. Quand? Parce qu'on parle d'expiration, on parle de oui, c'était il y a trop longtemps. Juste dites-moi la date. Juste dites-moi quand la Palestine a-t-elle cessé d'appartenir aux Juifs en tant que foyer national, tout simplement. Et quand on dit que les Arabes ont vécu plus longtemps en terre d'Israël que les Juifs, bah, ça c'est juste factuellement incorrect. Puisque les Juifs ont vécu en Israël depuis 3200 ans et que les Arabes, en masse, ont vraiment commencé à habiter la Palestine à partir allez, du 10e, 11e siècle, même si la conquête musulmane, c'est au 7e siècle. Mais l'occupation arabe, elle commence vraiment à partir du 11e, 12e, 13e siècle. Merci Simon. David, tu veux répondre? Je vous invite à réécouter Plaidoyer pour ma terre. Herbert Pagani le dit bien mieux que nous. Euh, il explique très très bien, de manière très construite, très posée, très intelligente sur le fait qu'on est des Palestiniens d'il y a 2000 ans. Euh, quand j'ai visité, j'ai travaillé beaucoup sur les... J'étais en Égypte, à Gaza, à Hébron, en 99-2000. J'avais rencontré des, des activistes de la paix à l'époque qui disaient une chose très juste, c'est un peuple, c'est deux peuples, c'est des gens qui sont sur place, qui sont là, peu importe, on ne va pas commencer à comptabiliser l'histoire et la terre, mais au lieu de dire que cette terre nous appartient, c'est plutôt nous qui appartenons à la terre. It doesn't belong to us, we belong to this land. Et donc, en fait, si on se met à ce niveau-là, de dire que on appartient à la terre, on vient de cette terre-là, et que c'est pas une question de possession, de légitimité, euh, c'est une question qu'il y a une présence juive depuis toujours sur cette terre, depuis 4000 ans, et qu'on ne va pas revenir en arrière sur la présence palestinienne, arabe. Le peuple palestinien, il existe aujourd'hui. Dire qu'il n'existe pas, c'est une contre-vérité. Il faut vivre avec le temps dans lequel on vit aujourd'hui et pas essayer de se dire. Il faut aussi dire aux gens de regarder, sur YouTube, il y a des cartes très intelligentes, très très bien foutues, qui montrent 4000 ans d'histoire du monde avec les cartes qui s'affichent, qui se retirent, à qui ça appartient, l'Empire ottoman, l'Empire britannique, etc. Vous allez voir la rapidité à laquelle ça va. On est sur un temps très court. Et sur le temps long, on se rend compte que, regardez l'Europe, à la Pologne, à qui ça appartient à tout le monde, la Pologne, à droite, à gauche, etc. Donc le temps d'aujourd'hui de dire la Cisjordanie, les frontières de 67, les frontières de 48, les frontières de 47, on est sur du temps très très court. Donc, il faut prendre sur le temps long. Et sur le temps long, on se rend compte qu'il y a une présence juive depuis 4000 ans avec les différents royaumes, que ce soit biblique, historique, archéologique. Et donc, j'aime bien en général parler du fait que cette terre, elle ne nous appartient pas, mais qu'on appartient à cette terre. Et que donc, ce qu'on en fait, c'est notre avenir. Et c'est l'avenir des... Moi, je suis israélien, je suis juif, j'ai aucun problème là-dessus. Je suis journaliste, j'ai un devoir de réserve par rapport à tout ce que je dis et de transmission. Mais par rapport à l'existence même d'Israël, bah, sur le temps court, c'est-à-dire sur l'affaire Dreyfus jusqu'à aujourd'hui, le moment où Herzl a eu cette révélation de dire l'état des Juifs jusqu'à aujourd'hui, c'est un temps très court. On est sur
150 ans, c'est rien par rapport à l'histoire du monde. Mais c'est l'histoire qu'on vit aujourd'hui. Et donc, les gens qui disent, oui, 200 ans, 1000 ans, oui, mais bon, c'est le temps qu'on vit aujourd'hui. Et donc, le temps qu'on vit aujourd'hui, c'est le retour des Juifs sur leur propre terre et sur cette terre auquel on appartient et pas qui nous appartient particulièrement. Mais je pense aussi que on a tout à gagner à dire en permanence que les gens qui sont sur cette terre, ils ont aussi une présence à y avoir et vouloir dire que les Palestiniens n'existent pas, à mon avis, c'est une erreur. Merci David. Alors, il y a une personne, donc Noémie, qui nous a dit que ce n'est pas une question ce qu'elle a à dire, mais en anglais, on parle d'ethno-religion. Je trouve que c'est un bon terme pour parler du peuple juif. Voilà, donc une piste de réflexion. Et c'est vrai que parfois, dans la langue française, mais aussi dans les autres langues, on se fait enfermer dans un mot valise, parce que ça nous réduit les possibilités d'interprétation et d'explication. Alors là, on a une autre question. Quand j'explique qu'Israël prévient les habitants de Gaza avant les frappes, donc on le sait maintenant, Israël envoie des prospectus par milliers à l'aide d'avions pour prévenir qu'il va y avoir des frappes, où ils localisent les personnes qui sont dans des bâtiments ciblés, ils appellent les personnes qui sont dedans, donc ils préviennent. On répond. Donc quand elle explique, cette jeune fille, que Tsahal prévient avant de faire une frappe, on lui répond, ah oui, mais tu veux qu'ils aillent où? Ils savent très bien qu'ils peuvent aller nulle part. Qu'est-ce que je peux répondre? Qu'est-ce qu'elle peut répondre à ça? Simon. Moi, je dirais que ce qu'il faut répondre de manière générale, c'est très bien. euh, Donne-moi, du coup, les modalités d'action de Tsahal qui satisferaient pour toi la légitimité de Tsahal à intervenir à Gaza. C'est-à-dire, en fait, si à chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, tu me dis que c'est pas assez, qu'on peut toujours que oui, c'est grave, une guerre, c'est difficile, c'est à toi maintenant de me dire ce que doit faire Tsahal. Parce que si en fait ta seule réponse c'est de dire ah non mais la guerre c'est pas bien, ok c'est beau de dire la guerre c'est pas bien, mais quand on se fait assassiner et quand on vit de telles tragédies comme celle qu'on a vécue il y a 2 semaines, on ne peut pas rester sans rien faire. Donc encore une fois déplacer, poser une question parce que là on n'est plus sur une question technique ou, euh, ou historique, on est sur l'interlocuteur qui nous dit que que ça ne lui convient pas, que les modalités d'action de Tsahal ne satisfont pas sa grille de lecture morale. Donc, il faut juste qu'elle nous dise, en fait, qu'est-ce que ferait ça, que peut faire ça pour satisfaire sa conscience à elle. Voilà. Et une fois qu'elle répond à ça, eh bien, voilà, c'est aussi simple que ça. Parce qu'on peut toujours dire, oui, mais c'est quand même triste, oui, mais c'est quand même pas bien, oui, mais il y a toujours plus. Hein. C'est comme les preuves qu'on doit donner pour montrer que l'hôpital n'a pas été frappé par l'armée israélienne. On peut toujours dire, oui, non, mais ça, c'est la source, c'est l'armée israélienne, donc c'est pas objectif, donc c'est pas neutre. On peut toujours dire. Donc, c'est comme quand on parle à un complotiste, en fait. Quand on dit oui, les vaccins, en fait, c'est un grand complot, le Covid, c'est un grand complot. Comment répondre à un complotiste tout le temps? C'est poser une question. Par exemple, quelqu'un qui vous dit le Hamas n'est pas une organisation terroriste, réponse. Alors, qu'est-ce que doit faire le Hamas pour que vous le considériez comme une organisation terroriste? Parce que qu'est-ce que le Hamas peut faire de plus que ce qu'il a déjà fait? Rien. Le Hamas a pratiqué toutes les exactions possibles et imaginables qu'on peut faire sur des humains. Donc c'est simple, quand Daniel Obono dit que c'est une résistance, le Hamas, eh bien, il faut répondre, ok, ben, qu'est-ce qui ferait que ce soit, du coup, pas une organisation de résistance? Qu'est-ce qui ferait, à vos yeux, que ce serait une organisation terroriste? Et ben, c'est pareil, voilà, pour tout. Toujours répondre par une question, surtout quand on est face à de la mauvaise foi. Merci Simon. Alors, comme vous avez pu constater, David n'est pas avec nous, il est à Tel Aviv. Il m'avait prévenu qu'il y avait très souvent des sirènes suite à des roquettes qui sont envoyées sur Israël. Et donc, je pense, il nous dira, mais je pense que
il a pris Ok. son fils et il est parti se réfugier. Voilà, donc Oui, c'est malheureusement, toujours la situation est la même. Israël reçoit encore et encore des roquettes. Donc on va passer à une question suivante. Il y a eu deux personnes qui ont posé la question. Donc pouvez-vous faire un rappel sur l'histoire de l'achat des terres face au discours du vol des terres? J'avais pu lire quelque part que les Juifs ont acheté des terres aux Ottomans avant la création de l'État d'Israël, notamment le Fonds national juif. Est-ce que vous pouvez confirmer et développer ce point? Simon, est-ce que tu peux nous apporter très rapidement, parce que là, on a dépassé le temps, et il va falloir qu'on clôture d'ici, on va dire, 5 minutes. Est-ce qu'en 1 minute, tu peux soit répondre, soit renvoyer vers des sources fiables? Ok. Eh bien, oui, des terres ont été achetées par le fonds, par exemple, Rothschild. Des terres ottomanes ont été achetées par des organisations juives. Mais moi, je dirais de manière générale que à cette question-là, à cet argument-là de la terre volée et des terres achetées, faut bien se rendre compte que l'interlocuteur, en général, se fiche, excusez-moi le terme, des contrats fonciers qui ont été contractés il y a plus de 100 ans. Le conflit israélo-arabe, c'est quelque chose d'immensément sensible et d'immensément identitaire, et que on pourra toujours dire, oui, non, mais c'est facile, ce sont des colons européens qui achètent des terres et qui profitent en fait de la pauvreté des pauvres petites populations arabes qui vivent dans les champs. Donc oui, toutes les terres n'ont pas été achetées, une grande partie des terres a été achetée, mais encore une fois, je le dis, je pense que dans l'argumentaire, dans notre ligne de défense, euh, ça n'est pas une arme. C'est bien de rappeler l'histoire, mais ça n'est pas, ça ne convaincra jamais personne. Je pense que ça ne convaincra pas grand monde, à moins que on parle à un agent immobilier, vraiment quelqu'un qui est passionné par le foncier. Mais sinon, le conflit israélo-arabe, c'est conflit de civilisation, conflit de peuple, conflit par moments aussi de religion, même si j'aime pas le redire à ça. Donc voilà, je pense que c'est important de savoir l'histoire, mais que c'est pas un argument très pertinent dans le débat. Merci, Simon. Et je pense aussi que ce sujet-là des terres qui ont été achetées à l'époque de l'Empire ottoman, ça peut permettre aussi de contrecarrer parfois un argumentaire de dire, j'ai entendu, c'est triste, mais j'ai entendu certaines personnes dire, bah voilà, les Européens, après la Shoah, pour se racheter, se sont débrouillés pour vous créer un État. Donc on voit bien là que en fait, pas du tout. Il y avait déjà une organisation très claire et bien organisée, enfin des gens qui étaient bien organisés pour déjà acheter des terres et s'installer. Alors, je vais voir, malheureusement, David n'est pas avec nous. J'espère que tout Si je va peux bien me pour lui. permettre juste, si je peux me permettre juste quelques mots sur la Shoah, parce que ça, c'est aussi un argument qui revient très, très souvent, c'est qu'en fait, l'État d'Israël existe à cause ou à cause de la Shoah, en fait, que ça a été un don des Européens. Et en fait, je pense que la meilleure réponse à ça, c'est l'ancien ministre de la Justice israélien, Dan Meridor, qui l'a dit quand il était à une conférence qu'on avait organisée à Londres, c'était la Shoah n'a pas créé l'État d'Israël. La Shoah a failli détruire le projet sioniste, parce que pour qu'il y ait un projet sioniste, il faut qu'il y ait des juifs. Et d'ailleurs, euh, et donc, la Shoah, en éliminant 40% de la population juive du monde, a failli faire détruire le rêve sioniste. Et en plus, la plupart des institutions juives et de la vie, la plupart des instances d'un pays qui font un pays étaient déjà prêtes dans les années 30, étaient déjà à un statut très avancé dans les années 30. Et que finalement, s'il y a bien un échec du sionisme, euh, et non pas, comme diraient certains, s'il y a bien un échec du sionisme, bah, c'est justement la Shoah. C'est justement c'est que que ça ne se soit pas arrivé plus tôt, que l'État d'Israël n'ait pas été souverain plus tôt. Merci beaucoup, Simon. Alors, il y a encore plusieurs questions. Malheureusement, on va clôturer.
parce qu'on est arrivé au bout du temps de ce Zoom. Mais je voulais juste citer un commentaire que j'ai trouvé intéressant. Donc, c'est une personne qui écrit: Je travaille dans le nucléaire, personne n'est parfait, et nous avons des kits argumentaires pour parler du nucléaire aux néophytes sur les grandes questions du nucléaire. La même chose pourrait être faite et nous permettre de parler d'Israël et du conflit. Je précise que j'habite dans une province perdue. Nous sommes quelques rares juifs au milieu de non-juifs. J'ai beaucoup de questions à chaque fois que le conflit s'embrase. Je trouve ce chat très, très, très utile. Merci infiniment. Bah déjà, merci pour cette remarque. Et on va, à l'OSM, s'atteler à cette mission de donner, de continuer à donner des kits argumentaires. Alors, je ne sais pas à quel point est-ce que le nucléaire est facile à expliquer ou pas, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le conflit israélo-palestinien est extrêmement compliqué parce que déjà, d'un côté, l'histoire du peuple juif est plurimillénaire. Il y a beaucoup d'aspects. Il y a un aspect géographique, un aspect géopolitique. Enfin, il y a énormément de choses à dire et à faire. En tout cas, un grand merci à tous les participants d'être restés jusqu'à maintenant. Un grand merci aussi pour vos questions très pertinentes et vraiment désolé de ne pas pouvoir continuer. Pour clôturer ce Zoom, je vais simplement donner la parole à Jean-Charles Zerbib, le président de l'OSM, pour un dernier temps. Et pour ceux qui veulent nous contacter pour la formation. Ah voilà, David, tout va bien? On t'entend pas, David, on t'entend pas. Avec le petit bébé qui dort, tout va bien? Ouais, ça va, ça va. Ah là là, tu nous as fait peur, tu nous as manqué. On est content de te voir. Voilà. La France est rassurée. C'est vrai. Ils sont très, très à l'heure. Ils nous font du 23:00, 20:00. Ils sont toujours très. Wood, il a mis le timer. Bon, c'est pas une qualité, mais bon. En tout cas, pas dans ce moment-là. Voilà, David, donc on disait un grand merci à tous. On va clôturer. Et pour clôturer maintenant, je vais donner la parole à Jean-Charles Zerbib, le président de l'OSM en France. Merci à tous. Merci beaucoup. Je ne vais pas être très très long. Je voudrais évidemment remercier en premier nos trois intervenants. Je pense que chacun dans son domaine nous a permis ce soir de mieux comprendre, de nous éclairer. Alors certains ont dû rire parce que je les ai connus pour certains il y a très très longtemps et d'habitude c'est plutôt moi qui faisais des conférences. Donc là, j'étais volontairement en position d'écoute et je remercie beaucoup d'apprendre. Et effectivement, je crois qu'il y a deux choses. Il y a, comme quelqu'un l'a dit, on a pas, j'ai vu dans le chat, on a parlé de l'antisémitisme, on a parlé d'histoire, on aurait pu même parler d'études juives, parce qu'il suffit de connaître le premier commentaire de Rachi sur le premier mot de la Torah, qui s'intéresse à savoir à qui appartient la terre d'Israël, parce qu'il fallait répondre à cette époque-là aux croisés, pour comprendre qu'il y a des données qui sont notre travail à nous, poser des questions, obtenir des réponses, savoir techniquement répondre sur les réseaux sociaux et ne pas faire d'erreurs, mais en même temps, il y a un côté irrationnel. Et malgré que parfois la bataille ou la bataille semble perdue, eh bien, en Israël, on n'hésite pas, on continue à avancer et il faut espérer qu'un jour, la vérité, ou en tout cas nos arguments, seront mieux compris. Ils sont mieux compris par beaucoup de gens de plus en plus, mais je crois que nous devons continuer. Mais pour ça, nous devons apprendre, comprendre, réagir et agir. Ça, c'est notre part à nous et à l'Organisation sioniste mondiale. Nous sommes là pour organiser ces formations. Merci à Nathan Smila d'avoir animé cette soirée et nous continuerons avec vous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à tous. Bonne continuation. Bonne Et soirée tout le pardon, monde. j'ai oublié de dire, excuse, je voulais le dire en début, merci à Nathalie, présidente de la VISO, d'être avec nous, d'être partenaire totalement de ce projet. Merci. Merci à tous. Bonne continuation. Merci à tous. Au revoir.